Émission 776. Cette semaine, Spider-Punk, Band in DC. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble, la culture populaire. L'ensemble? Benoît Mercier au micro et cette semaine, je suis entouré d'une équipe dont les membres vous souhaitent que votre café embarque avant la réalité. Hein, Gauthier? C'est une référence, ça? Eh boy. Oui, je sais. Je vous les prendre à l'instant. Le premier, son nom est au haut de la liste du Père Noël. Simon Chenier est avec nous. Salut, Simon. Salut! Notre envoyé spécial de vos choses sur le terrain. Il est revenu oui. En duplex. en duplex, man. C'était tout un moment. Hein. Oui, tu faisais des gangs, des rap signs en arrière de Tiens. J'essayais qu'il me filme, puis il bougeait tout le temps le téléphone. Fait que j'ai fait comme, bon, OK, je vais bouger. C'est un Mais beau là, moment. t'as créé un monstre, là, parce que Jake est comme, oh, on peut faire ça. On peut ouvrir notre téléphone en même temps. Hein. Wow, OK. Ouais. Jake, il a comme un esprit qui cherche tout le temps la faille. Tu sais, Ouais, là, il en a trouvé une grosse, je pense. Ouais, ça, c'est Ouais. c'est pas une bonne chose. Le dernier ne s'est pas pris un billet, finalement, pour le Prometheus. Gauthier Langevin est avec nous. Salut, Gauthier. Bonjour, Benoît. Bonsoir, Benoît. Ben oui, qu'on est peut-être le matin aussi, qui sait. Ouais. Peut-être on est à 4 heures du matin. Il y a bien des C'est vrai. camionneurs qui nous suivent, donc peut-être en plein milieu de la nuit. On les salue. On les Puis salue. on en profite pour leur dire, finalement, regardez pas 18,99. C'est de la merde. Ben là, c'est ça. J'ai commencé la série, c'est ça la référence que j'ai faite en début d'émission, quand je parlais de café et de réalité. Puis je me dis, mon Dieu, c'est donc bien bon, ça. Puis là, je reconnaissais ce que tu disais la semaine passée, les influences de Lost, puis l'écriture, puis le kit, puis une belle réalisation, une belle photo. Puis là, après, j'ai vu ton statut Facebook, mon Gauthier, qui disait que ça finissait en queue de poisson. J'ai dit, bon, Ah, hein, je viens d'investir c'est- 6 heures de c'est ma ça. vie. Fait que je là-dedans. m'excuse officiellement à tous ceux et toutes celles que j'ai induits en erreur. C'est pas bon. C'est une belle prémisse intéressante, Ouais. une espèce de série puzzle Mhm. classique, mais là, finalement, on empile des indices, on empile des fausses pistes, on donne des flashbacks de personnages dont on se torche, puis finalement, ça finit avec une résolution. Oui, fais attention à ce que tu vas dire. Ouais. Mhm. Ça finit avec une résolution qui, malheureusement, un peu comme à la Lost, tu sais, c'est pas possible de l'avoir déduite en Mhm. avance avec les clés qu'on nous a données pendant la série. Tu sais. Donc, Puis beaucoup de c'est l'heure. c'est un peu frustrant. Là. C'est ça. Je vais m'arrêter là, mais je vous aurais prévenu si Ok. vous continuez. Il y en a quoi, 8 au total, je pense? Il y en a 8, c'est pas un Ouais. si gros investissement que ça. là. C'est pas comme Lost. Là, tu sais, où, Ouais. Attention, le Simon, lui, c'est un grand fan de Lost. Il va peut-être pas être d'accord avec ce que tu dis, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais Moi, je- je comprends les critiques contre Lost aussi. là. Oui, bien sûr. Mais encore une fois, Lost a créé un précédent que je trouve vraiment le fun pour la télévision. Là. On le voit encore. Puis vraiment. 1899 est clairement un enfant de Lost, comme Lost est un enfant d'X-Files, puis X-Files est un enfant de Twin Peaks. La télé n'était pas comme ça dans les années 80-90. Ça a évolué avec le temps. Mais il m'en reste deux. Je vais m'y taper. J'ai pas eu la chance encore. Mais je On comprends tes critiques, mais je vais peut-être y revenir dans mon top de fin d'année. Je sais pas Certainement. encore. Eh Ok. oui, c'est ça. Gauthier, t'es là. Simon aussi. Laurent Boutin va être avec nous tout à l'heure. Il est en train d'affronter le froid pour se joindre à nous. Jake est en pause cette semaine parce que c'était le salon, le salon du livre de Montréal. Puis Gauthier, t'as été au salon du livre. T'étais là pendant quoi, 3-4 jours. Tu peux-tu Ouais, nous revenir un j'étais petit là. peu sur l'événement parce que c'est quand même gros pour un libraire. Là. Oui, ben, j'ai Les été là éditeurs. je porte tous les chapeaux. Tous tes chapeaux, toi. T'es entrepreneur, J'aime les podcasteur, écrivain. Je fais des livres. Tu fais des livres. C'est ça, c'était vraiment le fun Nous, moi, je suis arrivé là mardi pour monter le kiosque, puis ça durait jusqu'à hier, dimanche. Ça a été une super belle édition du Salon du Livre. Là. Les gens étaient présents en grand nombre. Il y avait plein d'ateliers, plein de conférences, dont une d'ailleurs que Cab a faite sur la transformation de la ville
rapport avec sa bande dessinée U-Town, qui est une bande dessinée qui se passe dans Hochelaga Maisonneuve ou dans un quartier qui ressemble beaucoup à Hochelaga Maisonneuve, puis qui est en proie à la gentrification. Puis elle a fait une table ronde avec genre, il y avait comme le maire de Laval, des auteurs super sérieux, des essayistes, puis il y avait une autrice de bande dessinée aussi, puis je trouvais ça vraiment le fun de voir que, tranquillement, les autrices, auteurs de BD comme sont en train de prendre leur place dans des débats publics sérieux, comme ça, sur la gentrification. Puis c'était vraiment le fun de la voir comme parler de rénoviction puis de gentrification à côté du maire de Laval, le vrai maire de Laval, et non pas le maire de Laval. C'est ça, c'est un influenceur, ouais, c'est ça. C'est ce que je me demandais. Non, c'était le vrai maire. Puis on a rencontré plein d'auditeurs de Mystérieux qui sont venus nous voir aussi là, au kiosque. Là, tu voulais que ça soit un petit benchmark pour voir si les gens... je le fais tout le temps. Il y avait du monde qui nous écoutait. Mais oui, c'est très vrai. Merci à ceux qui sont venus nous saluer. Là. C'est toujours le fun de vous rencontrer en vrai puis de voir qu'il y a une oreille attentive à l'autre bout du fil. Nos auditeurs auditrices sont très attentifs à ce qu'on dit. C'est assez surprenant. Puis, c'est un public qui est très renseigné aussi. Oui, puis dans la rubrique « N'oubliez jamais qu'on vous écoute, mes amis », je suis allé faire dédicacer ma copie de Rêve de drone et autres entropies par la traductrice, Émilie Laramé. C'est ça? Oui, Émilie Laramé. Puis elle m'a écrit une belle dédicace et elle finit en disant « Merci d'aimer les personnages qui font caca. » J'étais comme « Oh, fuck! » C'est ça. Merci de nous écouter et de subir notre humour de marde. De marde, de temps en temps. C'est ça. Fait que c'est ça. J'étais un peu gêné, mais j'assume. Si jamais vous comprenez pas la blague, allez écouter l'épisode de la semaine dernière. Oui, mais c'est une image, c'est une métaphore que tu utilisais. Oui, c'est ça. Mais c'était vraiment... C'était très drôle. J'ai beaucoup ri quand j'ai lu... Une chance que j'ai pas lu la dédicace devant elle. Je pense que j'aurais fondu un peu de honte. Mais j'ai fait ça tout seul. Là, c'est une traductrice québécoise ou française? Québécoise. Québécoise, parce que je pensais que c'était une de tes amies ou un contact que tu avais, parce que je pense que le surlendemain de la diffusion en balado du podcast, elle a commencé à nous suivre. Triptyque ont partagé après. Ouais, c'est ça. Puis elle nous a suivis aussi sur Twitter. Fait que je vous disais, Gauthier a envoyé le lien à quelqu'un qui... Je pensais que tu la connaissais. Non, finalement, ouais, puis il y a l'auteur de RIP aussi récemment qui a répondu à Laurent, qui a fait une très bonne critique, là, soit dit en passant, de son œuvre. Il a commenté sur notre site internet, mystérieuxétonnant.com, et aussi sur Facebook, en fait, sous la vidéo de diffusion du lundi, où il répondait à Laurent et sa critique. Donc, on est des fois, on est plus suivi qu'on le pense. C'est ça. C'est tout. Là, écoute, on est charmant, I guess. Je sais pas, là, il faut pas se censurer non plus. Il faut faire attention, il faut pas se censurer. Mais merci de nous suivre. Merci. Y a-tu eu des moments autres que ça? Est-ce que tu as vu notre ami Jake? Est-ce que tu as vu des auteurs qu'on n'avait pas vus depuis longtemps? Des amis du cercle élargi des mystérieux? Oui, c'est ça. Il y a Simon Pretsch, d'ailleurs, qui est venu me saluer rapidement. Donc, cool. On sait toujours, quand on est en salon du livre, on est tout le temps en train d'aller à quelque part ou de revenir d'une place où les gens, on est toujours un peu pressés, mais c'est le fun de... On prend toujours le moment de se saluer. Il a l'air bien en forme. J'ai croisé rapidement Patrick, puis je suis allé prendre une bière avec Jake pour discuter de projets futurs, éventuellement. Donc, c'était une bière sérieuse. Je sais pas qu'est-ce que vous êtes dit, mais Jake m'a écrit un message à 1h du matin quand je faisais de l'insomnie, parce que je me demandais qu'est-ce que tu fais quand tu fais de l'insomnie, tu regardes Messenger à un moment donné, puis là, étais-tu debout? Je suis comme, non, là, je vais aller me recoucher. Je viens d'avoir une rencontre incroyable avec Gauthier. Je suis comme, tant mieux, mais là, on s'en parle une autre fois. C'est peut-être ça qu'il voulait. Moi aussi, il m'a écrit, je pense, samedi, genre, hey, t'es-tu game d'aller à l'espace? Puis j'étais dans mon lit, là, j'étais comme, j'étais en train de me coucher. Non. Puis là, il a juste répondu, Il devient son propre personnage, moi, j'ai l'impression. Mais ouais, c'est ça. Puis j'y ai fait un peu le même coup, je pense, 2 jours après ou peut-être le surlendemain. Je n'arrivais pas à dormir, puis j'étais trop dedans. Je me pars, là, Top Gun Maverick, là, parce que les deux, on a vraiment trippé sur ce film-là. Puis j'ai écrit, là, tu sais, plein d'émotions, disant, ça n'a pas rapport, ça devrait pas fonctionner comme film, mais Chris, que c'est bon. Puis il a vu le message, puis il n'a jamais répondu.
Il fait ça des fois. C'est l'agent du chaos, on sait jamais. Ouais, on sait jamais comment il va réagir. C'est ça. C'est un D20, mais qui des fois tombe sur aucune face. Il reste en équilibre sur une pointe. C'est ça qui est beau. Moi, je pense que mes interactions préférées, c'est quand il m'écrit « Allô? » ou tu sais, Simon? Ou « Yo? » Puis là, je réponds tout de suite comme « Allô? » Puis il répond pas. Non, j'ai aucune idée. Qu'est-ce qu'il veut? Je sais pas. Ouais, quand il fait ça, moi aussi, je suis comme surpris parce que des fois, je suis sur la machine, puis je réponds tout de suite. Fait comme, ben ouais, qu'est-ce qui se passe? Jay? OK. Il est parti dans une side quest. Mais on le salue. Hey, Simon, qui était pas la semaine passée, veux-tu commencer les nouvelles cette semaine, mon cher? Je peux bien. Je vais, avant de vous parler des Blu-ray qui sortent cette semaine, je veux parler de quelque chose que je trouve quand même le fun. Il y a un podcast que j'écoute qui s'appelle How Did This Get Made, qui est un podcast sur les films mauvais. C'est par les trois animateurs tristes, c'est-à-dire Paul Scheer, Jason Mantzoukas et June Diane Raphael, qui, les trois, c'est des acteurs qui font beaucoup dans l'impro aussi. Puis ça fait une couple d'années que ça dure. Et là, le podcast sort probablement un des épisodes des plus connus de ceux qui ont fait. Ils sortent l'épisode en vinyle. Oh. Fait que je trouve ça. Je pense que c'est la première fois, ou en tout cas, j'ai pas fait de recherche, mais de ce que je sais, c'est la première fois qu'il y a un podcast qui sort en vinyle. Okay. Là, tu viens de donner un but à Ben. Là. Et là, je viens de faire comme. Ouais. C'est ça. C'est un épisode sur le film Drop Dead Fred. Ce film-là en plus. Ouais, qui reçoivent l'invité, c'est Casey Wilson, qui est une autre comédienne. Puis, tu sais, je me souviens de l'épisode, là, c'était vraiment le fun. Puis souvent, ils ont beaucoup d'épisodes devant public. Donc, tu sais, il y a vraiment une réaction de la foule, puis tout ça. Et là, c'est ça. Ça va être, je pense que c'est sur 2 vinyles. Fait que c'est un vinyle double. Il est en vente il est en précommande, en fait, sur leur Bandcamp. Fait que si vous pouvez chercher, si ça vous intéresse, How Did This Get Made? Sur leur site web, il y a un lien vers ça. Sinon, avec Bandcamp, vous allez pouvoir le trouver. Puis, c'est ça. Il y a comme une précommande limitée. Fait que c'est genre mi-décembre, je pense que ça arrête. Mais moi, je l'ai commandé. Je me suis dit, écoute, en tant que podcasteur, je trouve ça le fun. Un produit comme ça. Puis ça va me rappeler un peu des vieux vinyles de show live. Ils vont des chants à Noël. C'est un podcast comme super produit avec des effets sonores puis de la musique, ou c'est vraiment juste un talking show? Là? C'est un talking show, mais tu sais, ils sont très... je te dirais, tu sais, j'en écoute une couple de podcasts sur des films mauvais. Puis celui-là, c'est le plus... ils sont très loud, mais d'une manière que c'est moins gossant parce qu'ils sont drôles. Tu sais. Okay. J'en ai vu des louds qui sont pas super drôles. Puis le fait que le public est là, puis là, il y a une espèce de combat entre les participants qui se demandent si Fred, c'est une vraie création ou c'est juste dans la tête. Puis là, il y a la Team Sanity puis Team Fred, ou je sais pas trop. Puis ça devient une espèce de combat. Mais c'est ça, c'est un très bon épisode. Puis j'ai vraiment hâte. Je sais pas, je pense pas que le vinyle va être... il va être shippé avant Noël, mais on sait jamais. Fait que je vous en reparlerai quand je l'aurai, mais vraiment, j'aime beaucoup cette idée-là. Un podcast. Je suis comme déçu de ne pas y avoir pensé avant. Moi, j'avais pensé à un moment donné sortir des épisodes de Noël chez Isidore sur des cassettes audio. Ah, wow, oui. Mais c'est parce que comment faire ça ou quel épisode choisir, tu sais, puis en tout cas. Tu fais voter le public, puis ça pourrait être ça. Là, ça pourrait être un petit bonus. Une clé, au pire, aller une clé USB ou peut-être un CD ou quelque chose, je sais pas. Ça pourrait être une bonne idée. Moi, je sais pas si vous aviez ça chez vos parents, mais moi, mes parents avaient en plus des critiques de vinyle, des Checkmans, là, où toutes les imitations Keb qu'il y avait, il y avait beaucoup de vinyles de...
genre Oncle Gaston chante Noël dans une cabane en 72, puis là, t'avais ce vieux vinyle-là tout jaune là, qui traînait chez vous en 83. La soirée canadienne. La soirée canadienne, mais tu sais, comme toutes les variantes qui existaient, puis les imitations, puis les bootlegs. Les shows de Joe Cochon, là, puis... comme petite grenouille. Je les ai ici, c'est les cassettes de Gilles Thibault. Le spectacle de Gilles Thibault, c'est un humoriste qui se prend pour Olivier Guimond. Je l'ai en vinyle aussi, mais c'est ça. C'est drôle parce que t'entends des jokes pas super bonnes puis du monde qui rit. Là, qui vieillissent full mal. On dirait un individu qui côtoie Claude Cress. Là. C'est ce genre de cette gang-là. Fait que, c'est ça. Hey Simon, je te mets un peu sur le spot parce qu'on n'en a pas parlé avant l'émission, mais il y a Albert Pyun, le réalisateur de films qui est décédé, qui a fait beaucoup dans le série B. Il a fait Cyborg, il a fait le premier Captain America. Un gars quand même assez inventif, même si tout ce qu'il a fait n'a pas tout le temps été bon. Et je sais pas, tu peux peut-être nous dire quelques mots là-dessus parce que c'est toi qui m'as fait découvrir ce réalisateur-là qui malheureusement, sa carrière a fait une chute après les années 80-90. Ouais, ben c'est sûr qu'après la chute du marché du VHS, ouais, c'est ça. Il y en avait moins. On a toujours fait quand même, puis il n'a jamais arrêté. Ouais, c'est ça. Cyborg, puis je pense Captain America. C'est des gros morceaux de sa filmographie, mais ça ratisse large beaucoup. Le film Arcade. Oui, c'est vrai, film canadien. Ouais. En fait, moi, ce que j'aimais beaucoup avec les films d'Albert Pyun, c'est la photographie ou les décors. Il y avait un look vraiment spécial. Très greedy, réel. Ouais, puis très néon aussi un peu dans ses premiers films. Puis de ce que j'ai lu des articles sur lui puis tout ça, puis ça semble être quelqu'un qui aimait vraiment, qui avait vraiment du fun à faire des films. Je sais, là, ça vient de me popper en tête, là, mais je sais qu'il a travaillé avec Kurosawa. Mais tu sais, genre, il a assisté sur quelque chose à un moment donné. Fait que je trouve ça. Disons que son cinéma est très différent. Mais ouais, c'est ça. C'est quand même un gros nom du série B. Il y a tellement de monde qui ont travaillé sur ces films. C'est lui aussi qui a fait. En fait, quand c'est la Canon voulait faire le film Spider-Man. Yep. Lui, c'était un de ceux peut-être qu'il allait réaliser, mais... Avec James Cameron, c'est ça? Non, ça, c'était un autre. Okay. C'était un avant. Genre, Canon avait les droits, mais ils n'ont rien fait avec. Il y a même un teaser, je pense, qui existe, mais c'est pas lui qui est écrit comme réel dans le teaser. Mais il a réutilisé les sets de ces films-là pour... de Spider-Man... qui a été utilisé. Les sets ont été utilisés pour Masters of the Universe un peu, mais il les a utilisés aussi pour Cyborg. Fait qu'il était un peu maître aussi de récupérer des affaires puis que ça coûte pas cher. C'est ce que j'ai vu. J'ai écouté une partie de la rétrospective sur sa carrière de Red Letter Media parce que Red Letter Media font souvent des critiques de, entre guillemets, mauvais films, mais qui peuvent être très divertissants. Ils font beaucoup dans le série B. Et Albert Pyun, pas longtemps avant sa mort, avait demandé d'avoir des nouvelles de ses fans. Tu sais, un peu de se rassurer, puis je comprends en fait la volonté de vouloir ça, c'est de se rassurer que sa carrière n'a pas servi à rien, parce qu'il est un peu perdu dans l'oubli avec ses années. Puis ils ont décidé de faire un beau... c'est une des rares fois que dans le cadre de leur série Red Letter Media, Best of the Worst, où je les ai vus très positifs, qui ont souligné les bons côtés d'Albert Pyun. Puis un de ses bons côtés, c'était sa capacité à pouvoir recycler des décors et que ça n'avait pas de l'air trop cheap. Combien de fois on a vu des films où on reprend quelque chose de telle affaire, puis on y apporte aucun amour. Puis il disait que dans son film Cyborg qu'il a fait avec Van Damme, qui était en vedette à l'époque dans ses débuts, ben, c'était les décors de Masters of the Universe 2 qui n'a jamais eu lieu. Ça n'a pas de l'air pas en tout de ça quand tu regardes le film. C'est très greedy. Tu as l'impression que n'importe quoi dans ce film-là va te donner le tétanos. Ben, c'est juste de la ferraille rouillée autour de toi. C'est assez incroyable, mais... si je peux en suggérer un qui s'écoute bien, là, c'est Nemesis. Un genre de cyborg à la Terminator, mais dans un futur. L'histoire est un peu confuse, mais ça tire. Il y a de la mitraillette, puis il y a des explosions, puis il y a du mauvais
Du mauvais stop motion dans la fin là, des robots, là, mais tout est charmant. Là, puis le film, il est pas plate. Ce que je trouvais souvent avec Albert Pyun, c'est que des fois, il y a des longueurs dans ses films, mais celui-là, là, bon. on s'ennuie pas. Excellent. Sinon, allez écouter aussi la rétrospective de Red Letter Media, ça vaut la peine. Albert Pyun. Mon cher Gauthier avec cheveux. Oui, vas-y donc. J'ai une nouvelle jeu de société pour vous, mais vous allez voir, ça prend une chire plutôt politique. Tu sais que moi, les jeux de société, j'ai bien de la misère. C'est comme les jeux de cartes. On va l'expliquer 50 fois, puis je vais me souvenir d'absolument rien. C'est une torture pour moi, les jeux de société. J'aimerais ça être bon, mais je comprends rien. C'est ça, moi non plus. Je suis pas un fan de jeux de société, mais de temps en temps. Mais là, c'est vraiment la dimension plus politique qui m'a intéressé dans la nouvelle. C'est qu'après des tweets d'un député du RN, ça c'est l'ancien Front National en France, là, donc un parti d'extrême droite. Donc, après des tweets d'un député du RN puis de certaines fraternités de police, la chaîne de librairie française, la FNAC, a retiré des tablettes le jeu de société Antifa, le jeu. Ah, tabarnak. Donc là, pour ceux qui connaissent pas Antifa, Antifa, c'est un groupe de militants associés pas mal à l'extrême gauche qui traquent les fascistes de ce monde, qui sont célèbres pour aimer donner des tapes sur les fesses aux nazis, en gros. Ouais, donc, les fesses étant la partie du corps qui fait peut-être le moins mal des parties qu'ils atteignent. En tout cas, donc, c'est ça. Leur fesse, c'est leur face. Oui, leur fesse, c'est leur face, de temps en autre. Leur fesse, c'est les faces. Ouais, c'est ça. Le député d'extrême droite en question suggérait dans son tweet que le jeu faisait l'apologie de la violence avec un plateau de jeu où on proposait de lancer un cocktail Molotov à la case 1, de briser une vitrine à la case 2, bref, vous voyez le genre. Petit problème, le jeu est un deck builder. Oups, c'est un jeu de cartes, donc ce n'est pas un jeu de plateau. Donc, on comprend que le député en question a exagéré un petit peu sans même ouvrir la boîte du jeu. Donc, puis ça semble assez bien fait, là. C'est comme on joue une association locale de Antifa dont la ville est devenue un repère de néo-nazis, puis il faut organiser des actions de protestation, genre occuper des buildings, faire du collage d'affiches, grâce à des compétences que chaque personnage de l'association possède, et en évitant de liquider la trésorerie de l'association. Moi, c'est toutes des choses qui m'ont vraiment parlé et qui parlent à mon passé de militant de gauche. Ce qui est drôle dans tout ça, c'est que c'est très ironique, là, c'est que le fondateur de la FNAC qui a retiré des tablettes ce jeu-là était un fondateur résistant qui a combattu les fascistes en Espagne. Okay. Donc, c'est ça. C'est l'ironie de l'histoire d'un fois, là. Et que, pendant ce temps, en plus, là, on rajoute à l'ironie sur le site de la FNAC. Vous pouvez toujours vous procurer de belles éditions fraîches, sorties des presses, de grands auteurs comme Adolf Hitler ou Renaud Camus, l'auteur du célèbre best-seller Le Grand Remplacement. Hein? Si jamais vous savez pas c'est quoi, allez googler ça. Mais on retrouve aussi sur le site de la FNAC des auteurs célèbres résistants comme Jean Moulin, qui est un anarchiste notoire. Bref, de quoi garnir Jean Moulin! Jean Moulin! Ça, il y avait ça. C'est une référence à des Ah oui? Ouais, peut-être. Ouais, bon, OK. Fait que, bref, sur le site de la FNAC, vous pouvez trouver plein d'auteurs, soit antifascistes ou fascistes. Donc, de quoi garnir à rabord le Bonne Noël de matricule 728. Je pense pas qu'elle a le droit à des cadeaux, elle. Non, tu penses pas? Je pense pas que le Père Noël va chez elle, non. Mais bref, bon, je comprends là, que le jeu s'adresse quand même à un public relativement jeune, puis que ça peut en choquer certains, là, tu sais, comme des adeptes de nuances là, à Radio-Canada. En effet, le visuel du packaging ment pas. Ça s'adresse quand même à un public plus jeune, mais je vous répondrais que ça s'adresse autant aux jeunes que Spider-Punk, par exemple. Il y a beaucoup d'échos de Spider-Punk dans ce que tu viens de dire. Là. Voilà, c'est ça. Puis, bref, ceci étant dit, est-ce que le jeu est manquant temporairement sur le site leslibraires.ca à cause de ça? Oui. Je sais pas. C'est peut-être aussi parce que le petit pipi nerveux de l'extrême droite a eu comme résultat de faire le plus gros coup de pub à Antifa, le jeu. Oh, okay. Joyeux Noël! Yes! Joyeux Noël! Car les Antifas ont sauvé Noël. Merci, Gauthier.
Hey, genre ça, j'ai hâte de voir le film Hallmark de ça. Hey, wow! Ouais. Pensez des antifas qui retournent à leur vieille ville pour connaître la magie de Noël? Moi, je pense qu'il faudrait que ça soit quelqu'un qui est anciennement antifa, qui est rendu plus très droite, homme d'affaires, qui retourne dans sa ville natale où il reconnaît ses amis de son groupe antifa, puis là, il retombe là-dedans, puis tout est beau. Il y avait un film allemand qui ressemblait vraiment beaucoup à ça. Ah C'était ouais. genre des anciens punk rock qui faisaient des bombes dans des cocottes minutes dans le temps du mur de Berlin, puis là, ils se retrouvent, tu sais, genre 25 ans après, puis ils décident genre de kidnapper un millionnaire, je sais pas trop, comme for good old times. Là. Un Molotov pour Noël. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Pas un Molotov pour Noël. Non. Ben, c'est ça se passait pas à Noël. Non. Ça t'intéresse plus. C'est ça. On peut toujours rêver. Là. L'ironie des contrastes, là, je vais vous parler d'entreprise, messieurs. On va parler d'Antifa entreprise. Puis ça marie quand même deux sujets qui me fascinent, donc le comic book puis l'idée des franchises puis des IP. Je vous parle beaucoup de ça parce que je trouve que de connaître un peu les dessous de ce qui se passe en ce moment dans le divertissement, c'est comprendre comment l'Internet, le cinéma, la distribution des films et des téléséries va se passer pour le futur. Quand tu commences à voir comment ça se travaille, on comprend comment la conversion, si vous voulez, de toutes ces entités-là vont avoir lieu dans les prochaines années. On avait parlé d'un comic book il y a une couple de semaines de ça qui s'appelle Not All Robots, que je pense que tout le monde avait quand même assez apprécié, d'une petite maison d'édition qui s'appelle AWA Studios. C'est relativement jeune et petit. Je dis bien relativement parce qu'ils ont quand même des investisseurs tels que James et Elizabeth Murdoch, les enfants du célèbre milliardaire Rupert Murdoch. Mais la compagnie a été fondée en 2018 et un des objectifs de la compagnie, c'est bien sûr offrir des comic books, des romans graphiques alternatifs à Marvel, DC, Image Comics, mais aussi de faire en sorte, bien sûr, que ces séries-là deviennent éventuellement quoi? Des films, des téléséries, des franchises et même des produits numériques divers, donc des jeux vidéo et autres possibilités numériques. Et donc, récemment, pourquoi je vous parle de ça? C'est que AWA Studios vient de mettre en place ce qu'on appelle un conseil créatif. Ça, essentiellement, là, c'est qu'ils sont allés chercher des figures importantes hollywoodiennes du milieu du comic book. Ils les ont mis dans une salle puis ils disent faites aller vos contacts puis faites aller vos talents parce qu'on veut que proactivement vous développiez des projets basés sur nos comic books. C'est pas la première fois là, que ça se passe. Là. Je pense que Gauthier, tu vas pouvoir me confirmer que Image a sa propre division de développement pour des produits, disons, de télé, de cinéma liés à leur comic book. Je ne me souviens plus du nom de l'entité, là, mais c'est pas Image Comics. Mais... À l'époque, c'était Skybound. Mais je pense que ça a changé de nom. Oui, Skybound, c'est à Robert Kirkman. Fait que je pense qu'ils ont redivisé ça d'une autre manière. Mais Skybound offre un peu le même service, donc un genre d'accompagnement avec les gens qui vendent leurs propriétés à des studios. Ouais. Parce qu'il y a des chances que vous allez vous faire avoir. Hey, vous êtes surpris, mais oui, c'est vrai. C'est assez requin comme Hollywood, mais je pense que je vous apprends rien. Donc, ils ont mis en place un conseil exécutif, créatif, et il y a deux noms qui m'ont sauté au visage en lisant le communiqué. J. Michael Straczynski, qui est quand même pas quelqu'un qui est inconnu au comic book. Il est à la télévision. Il a fait, entre autres, la fameuse run de Spider-Man de 6 ans qui a été excellente au début des années 2000. Il a écrit récemment Superman. Il a écrit Thor. Il a fait Babylon 5 aussi. Très, très jeune, il a écrit la série The Real Ghostbusters en dessin animé. C'est un gars qui est lié à la pop et il a quand même une très bonne plume. Donc, lui, il fait partie du conseil. Et Joseph Kosinski, qui est le réalisateur de Tron Legacy et de Top Gun Maverick. Et voilà. Oh. Donc, il fait partie du conseil. Et d'ailleurs, Kosinski va adapter une propriété de AWA Studios qui s'appelle Chariot, un spy thriller. Et il va le faire pour le compte de Warner Brothers Discovery. Donc, je trouvais ça intéressant. C'est quand même une petite entreprise, relativement parlant. Ils ont une vingtaine d'employés répartis à LA et à New York. Mais ils s'en viennent. Je pense qu'il y a d'autres aussi. Mark Millar a fait ça aussi avec sa compagnie Comic Book. On s'entend-tu que le Comic Book Nemesis, c'est juste un pitch pour un film. Là. On en avait parlé il y a plusieurs années de ça. Ouais. Mais c'est petit, mais il commence à faire du chemin. Alors, peut-être éventuellement d'autres films de AWA Studios qui vont être adaptés, et probablement de la télévision, parce que ça aussi, c'est un marché qui est en développement. Les plateformes de streaming,
Donc voilà pour AWA Studios. Quand tu parles de production transmédiatique, là, ou de produits dérivés, c'est drôle parce que j'ai vu du produit dérivé assez de niche cette semaine au Salon du Livre. C'est pas le lieu où, c'est pas comme un Comic-Con où les gens portent des t-shirts de super-héros. J'ai vu un t-shirt de Waystar Royco, qui est comme la compagnie dans Succession. La méga corporation super evil qui appartient justement à l'émule de Conrad Black, là, dont c'est la fausse biographie là, dans la série. Puis j'étais comme très bon produit dérivé, très déniche, j'adore ça. Puis il n'y a pas d'explication, rien, c'est juste Waystar Royco. Moi, quand quelqu'un qui porte une patch de la Weyland-Yutani, je suis comme Ouais, on fait partie de la même gang, mon homme. Il y a Alan en direct qui nous dit que lui possède fièrement 100% du catalogue des AWA Studios. Alan est un auditeur de longue date, puis il collectionne, je pense, tout. Je pense qu'Alan, il y a des comic books que tu n'achètes pas. C'est aussi un membre Discord, puis ça me surprend pas que toi, tu as acheté le catalogue au complet. Mais il y a du bon stock, pour vrai, du côté des AWA Studios. Puis comme je l'ai dit, on en a parlé à l'épisode 737, mais j'aimerais ça qu'on y retourne parce qu'il y a des propositions quand même assez intéressantes. Vas-y donc, mon Simon. Je peux vous faire les sorties Blu-ray. Of course. Je n'étais pas là la semaine passée. Tu t'es envoyé sur le terrain. C'est ça. Fait je reviens un peu sur ce qui est sorti, mais il n'y avait pas grand-chose que je voulais parler. Sure. Mais je vais y aller avec The Sony Shiba Collection qui sort sur Shout Factory. Moi, j'ai acheté la collection des Street Fighter avec lui. Ouais. Qui était très le fun. Fait que je suis comme tenté. Là, ta collection? Il y en a plus qu'un? Il y en a 3. C'est une trilogie de Street Fighter. Ça dérape rapidement. Hein. Le 2 est vraiment, vraiment moins bon. Mais je parle pas de. Ah non, tu parles pas de vidéo. OK. Je parle pas de l'adaptation du jeu vidéo. Non, c'est un autre truc. Puis j'avais comme découvert Sony Shiba avec ça. Puis là, je suis comme tenté. C'est ça, c'est un coffret. Il y a 7 films. Donc, j'ai des très courts Google Translate pour chaque film, donc juste pour vous donner une idée. Il y a le film Yakuza Wolf, I Perform Murder. Ça, c'est dans ce western captivant, un homme vengeur poursuit le Yakuza japonais pour avoir tué son patron et vendu sa sœur comme esclave. Et après, on a Yakuza Wolf 2, Extend Michael Dolenz. Je fais exprès, là. Répète ça. Non, je ne respecte pas. Okay. Dans cette suite fantastique, Shiba est envoyé en prison après avoir été trahi par un sous-patron Yakuza. Une fois sorti, il cherche à se venger dans ce film passionnant réalisé par Wishi Saito. Après, on a Bodyguard Kiba, qui est basé sur... c'est marqué que c'est basé sur un animé de Iki Kajiwara. Bodyguard Kiba suit un combattant d'arts martiaux qui affronte le Yakuza. C'est tout le temps sur Shiba contre le Yakuza. Sûrement que Jake l'a vu, celui-là. Là. Écoute ça, j'avais 13 ans. Ben c'est sûr que ça va l'intéresser parce que je sais qu'il avait beaucoup aimé les Street Fighter aussi. Okay. Ce film est sorti en salle aux États-Unis sous le nom de Bodyguard avec le slogan « Viva Shiba ». Mais voyons. Bodyguard Kiba 2, cette formidable suite s'ouvre avec notre héros en prison. À sa libération, il prend un poste de garde du corps dans une boîte de nuit. Et son nouvel employeur finit par être celui qui l'a fait emprisonner. Hey, ça va faire des flamèches. L'autre, c'est Shogun's Shadow, un jeune homme en voyage vers Edo pour marquer son passage à l'âge adulte et accompagné de 7 maîtres samouraïs chargés de l'y conduire en toute sécurité contre la volonté d'un puissant shogunat. Bon. Shogunat. Ouais, c'est ça, je prononce pas le T, hein? Non. Okay. Savez-vous c'est quoi? Non. Edo? Ça me dit quelque chose, mais je l'ai oublié. C'est une époque, mais c'est aussi l'ancien nom de la ville de Tokyo. Mais Colin! On apprend tous les jours.
Après, il y a Samurai Reincarnation. Lorsqu'un démon ressuscité rassemble une équipe de guerriers samouraïs morts-vivants pour renverser le shogunat Tokugawa, une seule personne peut les vaincre, Jubei Yagui, qui est Sonishiba. Et le dernier, c'est Sword of Vengeance. Le réalisateur Kinji Fukasaku, qui a fait Battle Royale, entre autres, s'associe à Sonishiba pour présenter une version audacieuse et violente du mythe le plus épique du Japon, de 47 Loyal Retainers. Donc voilà, ça sort sur Child Factory. Est-ce que tu te l'es commandé? Pas encore, mais probablement. Je vais attendre un peu. Ça doit être dispendieux. Tu sais, juste au nom des films, je me demande ça doit être un genre de... C'est un 70$ facile. Ah, OK, quand même. Canadien? Oui. Ah, pas super. Après, un film qui s'appelle Ski Patrol, ou en français connu sous le nom de Patrouille en folie. Yeah! Mais oui. Folichon. Ou un peu folichon, mais je me souviens, ce film-là, c'est un des très rares films traduits avec l'accent québécois. Ouais, ça jouait à TQS dans le temps. Exact. L'histoire, c'est un promoteur tente de saboter le bilan de sécurité d'une station de ski. Ça met en vedette... point. J'aurais pu trouver quelque chose de plus long, mais ça me tente. Ça met en vedette plusieurs personnes, dont Leslie Jordan, qui nous a quittés récemment, et Paul Feig, dans le temps qu'il était acteur et non réalisateur. Ouais. Moi, je me souviens... quand je faisais les soirées douteux au Bourroa, il y a longtemps, il y avait un gars qui était venu me voir puis il m'avait dit hey, « Vous devriez passer la patrouille en folie parce que moi, je travaille dans une station de ski, puis c'est comme un film culte pour nous autres. » Je trouve ça drôle. Patrouilleur. Je pense que j'étais là quand il t'a dit ça. Ouais, ça se peut, ouais. Je trouve ça quand même le fun. Malheureusement... de la patrouille. Malheureusement, le Blu-ray ne contient pas la version québécoise, mais c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va mettre ça sur Internet. Là. Combiner les deux tracks. Sinon, c'était le Black Friday, hein? Ouais. Qui dure depuis genre 6 semaines, je sais plus, là. C'est bien compliqué. Cette époque de l'année où on vous rappelle de vous désabonner à vos newsletters. Ouais. Cher client, non, va chier. C'est ça. Unsubscribe. Mais pour Black Friday, évidemment, il y a Vinegar Syndrome qui fait une vente et à chaque fois qu'ils font une vente pour le Black Friday, il y a aussi des nouvelles sorties. Et parmi ceux-là, il y en a qu'on savait déjà, dont Roadhouse en 4K. Je l'écoute en fin de semaine. Là, il sort avec un gros boîtier avec l'art original et tout ça. Ça, c'est... Je ne rentrerai pas dans les détails, mais il y a quand même il y a plusieurs bonus de plus, mais c'est aussi beaucoup de bonus qui viennent de l'édition de Shout Factory qui est sortie il y a 3-4 ans. Combien qu'ils vendent, sais-tu? Combien que je l'ai payé? Oh, tu l'as acheté? Une quarantaine, j'imagine. 50. Oh, 50, OK. C'est un Ultra AVX? Ou, pas AVX, mais Ultra. U ajouté. Là, ouais. Ça, là. C'est un 4K, voilà. Okay. Puis, oui, ils ont gardé la fameuse track de commentaires de Kevin Smith et de Scott Moser. C'est génial, je vais te poser la question parce que, oui, Kevin Smith et Scott Moser ont fait une des bandes de commentaires de Roadhouse il y a plusieurs années. Je l'ai écouté samedi sur le Discord des Mystérieux parce que je me suis primé vendredi à parler de Roadhouse. Puis j'ai dit, hey, je vais l'écouter samedi. Puis habituellement, il y a du monde. Puis là, il y avait juste moi puis Nick, qui est un de nos auditeurs, Nick Ottawa, que je salue. Et il y a un gars qui participe pas souvent aux soirées qui s'appelle François. C'est lui qui avait fait notre composition 3D pour le vidéo de Indiegogo qu'on avait fait pour le studio dans le temps, donc en 2015. Puis là, il est arrivé, puis tu sais, c'est tout le temps un peu gênant quand tu connais pas les gens, puis il dit je pense que je vais y aller. Non, reste, on écoute Dirty Dancing, mais après, on écoute Roadhouse. Puis je dis, j'ai jamais vu Roadhouse. T'as jamais vu Roadhouse? Puis tout le long, t'es juste comme, il est-tu bon, Patrick Swayze? Il est-tu bon, Patrick Swayze? Il est incroyable. Moi, j'adore ce film. Ça n'a pas rapport à commettre un meurtre à la fin, mais Christ que c'est bon. C'est incroyable comme film. Un autre sortie pour le Black Friday, c'est de Invincible Maniac en 4K, un film de Adam Rifkin qui a fait entre autres
j'allais dire Police Story, mais non, pas Maniac Cop, mais l'autre, la version plus cheap, Psycho Cop 2. Oui, c'est ça. Voilà. Sauf que là, c'est une comédie folichonne que j'ai regardée il n'y a pas si longtemps et que j'ai donné 1,5 étoile sur Letterboxd et que j'ai quand même décidé d'acheter la version 4K parce que c'est ça va pas bien dans ma tête. Voici le Google Translate. C'est depuis son enfance, Kevin Dornwinkle ne voulait rien de plus que la possibilité d'espionner des femmes nues. Traumatisé à vie lorsque sa mère prude découvre le télescope de sa chambre braqué sur la fenêtre d'un voisin nu et nubile, Kevin se concentre sur son autre centre d'intérêt, la science. C'est 2 poids, 2 mesures, hein? C'est les tétons ou la science. Okay. Des décennies plus tard et maintenant un physicien respecté, le docteur Dornwinkle a fait sa plus grande découverte à ce jour, le sérum de réorganisation moléculaire qui a le pouvoir de rendre une personne invisible. Mais après l'échec horrible d'une démonstration à ses pairs, le médecin, aux manières douces, fait une dépression. Concentrant tous ses efforts sur le perfectionnement de son sérum et réussissant, Dornwinkle, désormais totalement déséquilibré, obtient un emploi de professeur de lycée et se lance dans un déchaînement d'agressions et de meurtres. Tabarnak, ça a escaladé rapidement, cette affaire. Oui, mais tu sais, les agressions, c'est genre juste... mais c'est pas... Non, OK, je comprends ce que tu voulais. C'est présenté folichonnement. Ouais. C'est pas de... Ça devient pas sérieux puis dark, là, c'est juste que c'est cave puis ça devrait pas exister, là. Mais, fait que c'est ça sort en 4K. Wow. Moi, je pense que je l'ai juste acheté parce que ça me fait rire que ça existe. Voilà. Sinon, peut-être que je pourrais séparer ma chronique, parce que j'en ai d'autres encore. Fait que, excellent. On va donner la parole à Gauthier. Ouais. Je vais vous faire une suite à ma chronique. Je lis le Wired pour toi. Yeah! Donc, mais là, Jake n'est pas là. Ah ouais, mais c'est parce qu'il veut juste des copies papier du magazine pour pouvoir donner à sa blonde qui fait des collages. Ah, c'est ça. C'est pas parce qu'il veut entendre. C'est pas vraiment parce qu'il veut rester informé. Là. Non, ok. C'est bon. C'est pour vous et les gens à la maison qui voulaient impressionner vos amis en disant oui, dans le Wired, ce mois-ci, il y a... Donc, saviez-vous que Kelly Drew, qui est une scientifique américaine qui travaille sur, attention, les écureuils arctiques. Oui, il y a des écureuils arctiques. Non, il faut des poubelles du Nord. Oui, c'est ça, dans les poubelles congelées. Ces recherches pourraient lui avoir fait trouver la solution au voyage spatial de longue durée, imaginez-vous donc. Donc, parce que l'écureuil en question hiberne pendant à peu près 8 mois, puis atteint une température corporelle proche de celle de la glace. Ça, c'est presque aussi froid que le petit cœur de Benoît en parlant. Donc, l'hibernation de l'écureuil... Presque aussi froid. C'est une blague. Je t'aime. Mais non, mais je suis d'accord. L'hibernation de l'écureuil arctique pourrait même nous aider à voyager vers Mars. C'est pas parce que le voyage est particulièrement long, c'est parce que, avant tout, un humain, ça mange en tabarnak. Mm-hmm. Donc... un voyage Terre-Mars, ça prendrait à peu près 11 tonnes de bouffe pour un équipage de 4 personnes. Ça va bien, hein? Ou d'un équipage de 2 personnes constitué de moi et Jake. Mais attends, Gauthier, juste avant de te laisser aller, si on suit la suite du film Armageddon, la logique du film Armageddon, c'est pas plus simple d'entraîner des écureuils astronautes puis les envoyer vers Mars? Ah oui, peut-être. Ça coûterait moins cher, en tout cas, à nourrir. Juste des pinottes. C'est juste que rendu là-bas, pour miner, c'est plus compliqué. Il faudrait que tu les mettes dans des exosquelettes. Puis là, les écureuils prennent le dessus parce qu'ils sont rendus plus forts que nous autres, puis on est dans la marde. Fait que, on envoie le script à Michael Bay. Donc, c'est ça, avec l'état... Adam Rifkin qui a fait Invisible Maniacs. aussi. Donc, c'est ça, avec l'état de torpeur qu'on pourrait induire chez les humains, on pourrait économiser jusqu'à 60% de bouffe pendant le voyage. Wow. Donc, avec l'inflation, on pourrait, nous aussi, passer 1 ou 2 mois par année dans le coma. Hein? Il me semble ça serait plus efficace qu'un chèque de 400$. Très moins cher. Ça, je dirais.
Ben, de toute façon, en ce moment... Excuse-moi, je viens de catcher ce que tu viens de dire, puis je suis tellement d'accord. Je trouve que c'est tellement des... 1 ou 2 mois. C'est tellement des pinottes. Ben, justement, pour les écureuils. C'est sûr. Ben, c'est ça. L'état de torpeur actuellement, pour faire ça, il faudrait intuber les astronautes, les mettre sous sédatifs. Mettons que les infections et les arrêts cardiaques sont un peu trop probables pour que cette solution-là soit envisageable pour le moment. C'est là que notre squirrel préféré entre en jeu. Okay. Donc, Kelly Drew a découvert qu'en stimulant... Là, suivez-moi bien. Là, okay? Là, on va parler de protéines puis d'affaires chimiques. Là, okay? Je vais hacher de la tête, mais la réalité, c'est que je ne comprendrai rien de ce que tu dis. Vas-y. OK, on va y aller lentement. Donc, en stimulant chimiquement les récepteurs A1 adénosine, donc là, on stimule chimiquement un récepteur en toi, on peut induire l'hibernation chez le dit squirrel. On a, nous aussi, des récepteurs A1 adénosine dans le cerveau puis dans le cœur. Okay. Ça va bien jusqu'à maintenant? Ça va, oui. Donc, on stimule, on s'endort. C'est bon? Question quiz. Pourquoi est célèbre le récepteur A1 adénosine aussi? Il a joué dans L'Agent fait la farce. Là, attends, c'est facile, là. Quand tu stimules le récepteur adénosine, tu t'endors. Oui. Qu'est-ce qui bloquerait le récepteur adénosine? L'anxiété. Le café. Ah! OK, ça explique des affaires, ça. Donc, c'est ça. Donc, pour être bloqué, on boit du café ou de la théine. On peut donc conclure que j'ai le récepteur adénosine A1 bien engraissé. You and me both, man. C'est ça. Donc, puisque si on fait que... Le problème, en fait, c'est que si on ne fait que stimuler le récepteur A1 adénosine, on risque de causer un arrêt cardiaque chez le sujet. Bon. Parce que quand tu l'envoies par intraveineuse, il stimule à la fois le cerveau et le cœur. Donc, c'est ça, tu risques de faire un arrêt cardiaque. Donc là, ça prend une molécule pour stimuler le cerveau à s'endormir, mais pas faire un arrêt cardiaque. Puis ce qui est le fun avec la protéine dans le café, c'est qu'elle est assez petite. Elle est assez grosse pour stimuler le cœur, mais elle ne rentre pas dans ton cerveau. OK. C'est-tu comme... Oui, là, je suis. quand même pas mal. Oui. OK. Science, bitch! Donc, c'est ça. La NASA pourrait commencer à expérimenter avec ce cocktail-là de Kelly Drew aussi rapidement qu'en 2026. Et on espère tous que Elon Musk va se porter volontaire pour tester le tout. Pourrais-tu comme aller crever dans l'espace, lui? Mais bon... Ou s'endormir pendant vraiment longtemps. Oui. C'est pour ça qu'il faut faire des tests sur lui. C'est ça. Je ne souhaite pas la mort de personne. Mais moi, j'aime mieux mon idée d'envoyer des écureuils sur Mars. Oui, avec des exosquelettes. Avec des exosquelettes. Oui, ben écoute. Merci, Gauthier, c'est fascinant, pareil. Et on peut-tu juste avoir quelque chose qui fait qu'on n'est pas en dépression? C'est juste ça que je veux, pas aller sur Mars. Le café. Le café, oui. Bon, on va être le café, la solution. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai une couple de nouvelles. Il y a le Zoloft. Ouais. Mais dis adieu à ton pénis. Ah, OK. Bon, ben, pas que... C'est avec le plus grand des sérieux. Oui. Je vais revenir sur la grosse saga Warner Brothers DC. Parce que j'en parle à chaque semaine, mais Warner Brothers, j'ai dit il y a une couple de semaines de ça, Warner Brothers a engagé James Gunn, le réalisateur James Gunn, et Peter Safran pour prendre les rênes de DC Studios, qui est en fait une nouvelle division au sein de l'entreprise qui est chargée de superviser, encore une fois, les buzzwords, les téléséries, les films et les projets numériques. Tu sais, projet numérique, c'est comme la frime au Yumi, là, tu peux tout mettre là-dedans. Ça peut être les jeux vidéo, ça peut être un petit peu n'importe quoi. Et James Gunn, qui est très réactif sur Twitter, il a toujours été d'ailleurs, a pris le temps de répondre à des questions de ses followers, de ses suiveurs. Et il a confirmé un peu ce qu'on pensait là, depuis un petit bout de temps, ce à quoi James Gunn aspire à une structure qui se rapproche de celle de Marvel Studios, donc des films et des téléséries interconnectés. D'ailleurs, c'est pas compliqué. Il y a un fan qui a demandé est-ce que les films, les téléséries, tout ça sera connecté éventuellement. Il dit oui. Donc, ça, c'est assez clair. Tout simplement. OK. Oui, tout simplement. Et voilà, c'est ça. Mais on lui a demandé aussi s'il allait comment avoir des projets de films et d'animation qui allaient être des stand-alone, ce qu'on dit, donc des histoires qui ne font pas partie d'un canon qui est partagé. Ce à quoi il a répondu
oui. Donc, des suites à Joker et Batman seront possibles. Et on lui a demandé, est-ce que ça comprend aussi les jeux vidéo? Est-ce qu'on veut que tout ça fasse partie du même univers? Il a répondu oui. Oui. Donc, il est aussi loquace qu'un entraîneur de Canadien. Bon. Oui, voilà. Il parle autant le français d'ailleurs. Mais oui. Il veut développer en fait plus de téléséries aussi. Donc, donner la chance à de nouveaux personnages d'avoir leur propre télésérie et éventuellement amener ça au cinéma. Il a confirmé, par contre, ça c'est super important, que même s'il est un fan de comic book, que lui et Safran ne veulent pas faire de l'ingérence dans DC Comics. Il va bien sûr avoir des communications entre DC Studios et DC Comics parce qu'on va finalement créer des propriétés à partir des œuvres originales. Mais on ne veut pas imposer des directives à la maison d'édition qui restent relativement indépendantes du reste de la structure. On leur souhaite parce que l'ingérence a beaucoup fait mal à DC dans les dernières années. L'ingérence de la maison mère, là, finalement, Warner. Donc, mais James Gunn, ce n'est pas dans ses plans. Donc, c'est ce que j'avais du côté d'Hollywood. Vas-y donc, Simon, avec ta deuxième partie. Oui, un autre film qui sort chez Vinegar Syndrome, c'est Sworn to Justice, un film de 96 mettant en vedette Cynthia Rothrock. Et aussi Brad Dourif, il y a Mako et il y a Walter Koenig qui jouait Chekhov dans Star Trek. Sure, oui. Voici un long Google Translate. Jenna Dane est une psychologue de la défense pénale qui a toujours suivi l'état de droit et s'est battue pour défendre les personnes accusées de crimes jusqu'à ce qu'une nuit, elle découvre que sa sœur et son neveu ont été brutalement assassinés par une bande de voyous dans leur propre domicile. Attaquée par les mêmes criminels, Jana est capable d'utiliser sa formation d'arts martiaux pour se défendre. Cependant, après avoir sauté d'un balcon pour s'échapper, Jana est frappée à la tête et rendue inconsciente. Cette information-là était tellement pas utile. Elle saute, là. Une fois réveillée, Jana découvre que le coup sur sa tête lui a donné une perception extrasensorielle sous forme de vision en touchant certains objets. C'est comme Dead Zone, mais version karaté. Oui. Après que ses nouvelles capacités psychiques découvertes révèlent qu'elle défend l'un des voyous qui ont tué sa sœur et son neveu, Jana décide qu'elle en a assez du système judiciaire et commence une quête d'autodéfense pour débarrasser les rues des criminels responsables. Avec l'aide d'un auteur et passionné d'arts martiaux nommé Nichols, Jana découvre bientôt que les responsables de la mort de sa famille travaillent peut-être pour des personnes très puissantes. C'est comme une version rogue de Castle. Oui. Mais pourquoi un auteur? Un auteur comme un écrivain? Hein? I guess. Wow. C'est un auteur et passionné de jeux vidéo, pas de jeux vidéo, d'arts martiaux. Même affaire. Ouais, OK. Donc, il y a ça qui sort. Et il y a aussi le film Santo vs. Dr. Death. Oh, wow. Ça va être mon premier Santo en Blu-ray. Ça, j'ai quand même hâte. Célèbre luchador. Exact. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que ce film-là semble être pas mal considéré comme le meilleur des Santo et peut-être même du genre luchador. Donc, le célèbre lutteur mexicain et agent secret Santo de Silver Mask est de retour en action. Cette fois, Santo est envoyé à Madrid non seulement pour un grand événement de lutte, mais aussi pour enquêter sur une affaire internationale impliquant de l'art contrefait. Oh! On oublie que c'est un agent secret. Oui, on l'oublie. Il y a plusieurs masques, ce Santo. Ouais. Oh! Peu de temps après son arrivée à Madrid, Santo est associé à un agent d'Interpol nommé Paul. Ouais, ça c'est... T'as pas une Interpol. Interpol. Est-ce qu'il écoute... c'est quoi son band préféré? Interpol. Ouais, c'est ça, c'était pas loin. Et les deux sont rapidement accueillis par un certain nombre d'assassins à la gâchette envoyés pour les empêcher de découvrir la vérité derrière les contrefaçons d'art. Ça, les mercenaires... C'est quoi? Les assassins à la gâchette, sont dans la même gang que les mercenaires tueurs. Oui, qu'on a appris au spécial. Non, c'était quoi? Les mercenaires à louer?
Les mercenaires alloués, c'est ça, oui. Les loutecs du tueur. Cependant, l'affaire devient encore plus compliquée lorsque Santo et Paul apprennent que de beaux modèles ont disparu et que tout cela peut être lié à un restaurateur d'art nommé Dr. Mann. Santo et Paul sont envoyés pour aider la séduisante agente spéciale Susan, qui est envoyée sous couverture comme modèle pour infiltrer le château du Dr. Mann. C'est pas un beau modèle, c'est juste un modèle. Oui. C'est chien. C'est chien, hein? Les trois découvrent bientôt le complot élaboré du Dr. Mann pour utiliser les modèles comme sujet de test dans une expérience macabre pour perfectionner son processus de restauration d'art. J'ai une question. Est-ce que c'est Mann, M-A-N ou M-A-N-N comme notre ami Jared Mann? M-A-N-N. OK, ça nom de... OK, parfait. Ouais. Ça me gossait. C'est ça. Un film de 1973. Donc, et aussi, là, j'ai pas tant de détails, mais il y a d'autres sorties. Il y a le film Freeway en 4K avec Reese Witherspoon et Kiefer Sutherland. Il y a un film d'horreur qui s'appelle Evil Laugh. Il y a un film de Kung Fu / moine Shaolin de Ringo Lam qui s'appelle Burning Paradise. Et il y a un coffret volume 2 de Homegrown Horrors. Donc, c'est des films, des genres de slasher local. Filmé un peu cheap. Donc, il y a 3 films là-dedans. Et il n'y a pas juste Vinegar Syndrome qui fait des sorties pour le Black Friday. Il y a Severin aussi, que je me suis rendu compte sur leur site, c'était écrit « Pourvoyeur de films d'exploitation, d'horreur et de sleaze ». Des sleaze? Ils ont pris ton expression? C'est pas mon expression. Non, mais en tout cas. Il y a un film qui s'appelle Four Flies on Grey Velvet, en 4K, c'est un film de Dario Argento qui met en vedette, entre autres, Bud Spencer. Ça, je suis curieux. Ouais. Il y a 4 disques. Le film en 4K, le film en Blu-ray est un CD, donc la trame sonore qui vient avec ça. Il y a The 5 Days, qui est une comédie dramatique de Dario Argento. Donc, ça, je pense que c'est le seul film pas horreur qu'il a fait. Je savais même pas qu'il avait fait ça. Il y a ça. Il y a un film espagnol qui s'appelle Action Mutante de 93, qui est une comédie sci-fi. Et il y a plein d'autres affaires. T'as-tu dit Action Boutante, Simon? Comme dans Laurent Boutante? Moi aussi, c'est ça que j'ai entendu. Parlant d'Action Boutante. Action Boutante. Action Boutante. Salut, Laurent. Salut. Oui. Ça va? Êtes-vous prêt pour mon action? Oui, c'est les Boutante, bien sûr, absolument. Ben oui. Avais-tu fini, Simon? C'est comme des pâtes boutante, tu sais. Oui, sur le mur, puis... Tu pitches Laurent sur le mur, puis s'il colle, il est boutante. Il est boutante. Bonne chance pour me pitcher dans le mur. Calem arrive, ta blonde arrive chez vous à te pitcher le mur, puis il colle, il est des boutante. Il est prêt. Oui, j'ai terminé. Excellent. On va continuer avec notre boutante, parce qu'il n'y avait pas eu... Il ne pouvait pas avoir la parole, il n'était pas là. Je l'avais, mais je parlais tout seul. Tu parlais tout seul. Hey, comment ça se passe avec ton nouveau coloc, Laurent? Ça se passe. Petit rongeur. Oui, alors c'était mon anniversaire et ma copine m'a offert un hamster. On s'apprivoise. Toi et ta copine ou toi et le hamster? Les deux. Hein. C'est jamais terminé, l'apprivoisement. Une relation, c'est une roue qui finit jamais, là, dans laquelle... Oui, voilà. Mais là, tu vois, il roule pas encore. Là. Je pense qu'il va falloir que j'aille physiquement le placer dans ce petit trou. Il n'a pas compris encore. Il n'a pas catché. C'est tout jeune, hein, quand tu Mais j'ai une question pour toi, Laurent. Un hamster, là, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu peux-tu laisser ça dans le cours? Surtout à ce temps-ci de l'année. Oui, c'est ça. Il va finir comme les squirrels à Gauthier. Mais non, mais en plus, je m'étais posé la question de genre... ça existe-tu des hamsters sauvages, genre? Bonne question. Oui, au Pérou. Puis, ça a l'air que, tu sais, il y a genre 30 espèces de hamsters différentes, puis il y en a 5 là-dedans qui sont domestiqués, puis qu'on a chez nous, mais que les autres sont... Il y en a des huge. Ah non, mais ça, c'est plus des cochons d'Inde. Ouais, des cochons d'Inde. Mais, en tout cas, ça existe, mais je sais pas, tu sais, ça a si peu de moyens de défense, là, à part bien se cacher, I guess. Ouais, même mais là, tu sais, ça court pas vite, ça n'a pas de... C'est orange dans des feuilles, de la forêt verte. Ça, c'est... Oui, mais orange dans un champ de maïs, par exemple. Ah oui, là, c'est autre chose. C'est ça. Ouais, un petit peu de camouflage. Y a-tu un petit nom?
Ouais, c'est quoi son nom? Ben, pas beaucoup encore, on dirait, parce que là, c'est ça, il est trop jeune trop jeune pour qu'on puisse déterminer son sexe. OK. Fait que là, je me suis dit, je vais y trouver un nom non-genré à ce moment-là, puis là, on dirait que je suis pris. Tu sais pas? Ouais, ben, je change d'idée à tous les jours, en fait. Envoyez vos Aujourd'hui, suggestions, j'en suis à Creature of the Night, qui est à la fois une bonne description et une référence au meilleur film de tous les temps, le Rocky Horror Picture Show. Fait que là, je suis comme... J'haïs pas ça, tu sais, mais j'ai passé toutes les variantes de Claude, Marcel, André, Michel. C'est quoi le nom du personnage de Tim Curry dans Rocky Horror? Frankenfurter? Frankenfurter, ouais. Tu pourrais l'appeler comme ça? C'est un petit nom. Imagine, tu pourrais l'appeler Frankie. Frankie, ça peut être féminin masculin, ça? Ouais. Appelle-le Curie. Curie. Ouais. En tout cas, je mijote ça. Je me dis, j'ai le temps, là. Il sait pas. Anyway, t'as pas tant le temps que ça. Ça vit pas longtemps. Oui, je sais, mais là, pour l'instant, elle ne se montre pas beaucoup. Est-ce qu'il gosse la nuit? Parce que moi, c'est ça que j'aurais peur, là. Qui fait ben là, écoute, il est pour l'instant très près de mon lit, mais non. Ouais. Ben, de toute façon, plus la vie avance, plus je suis sourd. Je savais pas Ce qui est vraiment gossant, mais j'ai une oreille qui entend vraiment moins bien que l'autre, mais la nuit, ça m'est fort utile parce que si je me couche sur ma bonne oreille, en fait, j'entends plus rien, il n'y a plus rien qui me dérange. Hey, ça me fait ça, moi aussi. Fait que c'est pratique pour ça. Ouais. J'ai une acouphène dans la gauche que j'ai développée durant la pandémie, ce qui est d'ailleurs peut-être un signe de COVID. Ouais, ça arrive des fois. Puis si je me couche dessus, je n'entends qu'une tonalité de téléphone. Ben, pas une tonalité de téléphone, là, mais c'est vraiment gossant. Oui. C'est ça. T'as-tu passé le bout où tu veux te flinguer dans la tête? Au début, quand ça a commencé, j'étais vraiment... ça me gossait là, intense. Là. Mais là, ça s'est calmé. Sachez à la maison que si vous développez un acouphène, on finit par s'habituer. Je vous jure. C'est ça. Non, pour vrai, des fois, je l'entends même plus. Là, mais ça dépend. Ça dépend des fois. Il faut pas que je me couche dessus, par contre. Hey, c'est le fun. On parle de trucs de gériatrie. Oui, vraiment. En plus, savais-tu que mon oreille qui fait de l'acouphène n'est pas la même oreille que celle qui entend mal? Sacrément, Caroline. Oui. Très mystérieux. Trop de choses. Grosse nouvelle pour les amateurs de kaiju. Yes. Oui. Comment ça? Parce qu'on a vu cette semaine un gros teaser d'un truc qui s'appellerait Gamera Rebirth. Oh. Un petit teaser de 20 secondes qui était comme juste un Gamera qu'on voit. C'est très peu, on a très peu de détails encore. Simon, je ne sais pas si tu as vu plus de choses passer. Non. On sait que ça va être sur Netflix. On ne sait pas quand. On sait que le nom attaché au projet, c'est Shusuke Kaneko, qui est déjà celui qui a réalisé les 3 films de Gamera de la trilogie Heisei entre 95 et 99, qui sont révérés par tout amateur de kaiju. C'est entre bonnes mains. Oui, c'est entre bonnes mains. D'ailleurs, il y a un excellent épisode de Terre Kaiju sur quoi, le numéro 2? Il y a ma des mémoire ouais. Non, sur ou le 3? Le 3, peut-être. Hey, c'est une bonne question. C'est pas sur le premier, en tout cas. Ce que je sais, c'est que Jake a écouté les 3, puis il me semble que le sujet, c'est le 3, mais il a beaucoup parlé du 2 parce qu'il a vraiment trippé sur le 2. Ah, c'est peut-être ça qu'il me faut. C'est dans celui-là que vous parlez de se faire un Gamera en été? Ou ça non, ça, c'est Gamera versus Bouilleron. Ceux des années 60. OK. Oui, les caméras des années 90 ne donnent pas le goût de se faire un de se gaméroer. En pleine canicule. En pleine canicule, oui, c'est ça. De se gamérer, voilà. Voilà. Il n'y a pas eu rien de Gamera depuis Gamera the Brave en 2006. Fait que ça fait plus de 15 ans qu'on n'a pas eu l'ami de tous les enfants, la grosse tortue. Par contre, j'ai vu ça. Écoute, il n'y a pas de date annoncée non plus, puis on ne sait pas c'est quoi. Il y a des spéculations comme quoi ça serait peut-être un film, puis peut-être animé. Fait qu'un peu dans l'esprit
de la trilogie de films de Godzilla qui était sortie là, il y a 2-3 ans sur Netflix. J'espère que ça va être un peu plus buvable que cette trilogie-là, qui était, ma foi, fort décevante au final. Mais ceci dit, je me suis rappelé après ça que j'avais déjà parlé qu'il y avait une série de Godzilla qui s'en venait sur Apple TV, puis qu'il y a un film de kaiju norvégien qui sort cette semaine aussi sur Netflix. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer. Ça s'appelle Troll. C'est réalisé par, Roar Hodhog. Bravo, vous avez l'accent. Merci. J'ai aucune idée, c'est de même que ça se prononce. On va l'apprendre parce qu'on est c'était le gars qui a réalisé le récent Tomb Raider avec Alicia Vikander. Puis, comme j'ai vu seulement le trailer, puis c'est vraiment un film de kaiju, mais le kaiju, c'est un gros troll norvégien. Cool. Je suis quand même un peu intrigué. J'ai jamais vu ça. Les cheveux blonds, il est hyper sexy, là, I guess. Ouais, genre. Il a accès aux soins universels de santé, puis son indice de bonheur est élevé plus que les autres. Il est joué par un des Sasgard. Il est joué par un des Sasgard. Oui. Ouais, je pense que c'est une fusion de tous les Sasgard. Tous les Sasgard. Ça donne un gros troll géant. Ils sortent leur, tu sais, genre une corne de guerre. Puis là, ils fusionnent ensemble pour former un kaiju. Ouais, fait que, on va peut-être en reparler. Si ça vaut la peine. Parce que j'ai quand même l'intention de le regarder. Mais si les Sasgard sont dedans, c'est sûr que c'est bon. Donc, on n'a pas le choix d'en parler éventuellement. Pas le choix. Tout ce qu'il y a des Sasgard, c'est sera mentionné à l'émission. C'est ça. Merci, Laurent. Ça fait plaisir. C'était à qui, là? C'était à Gauthier, je pense. Ça se peut-tu? Ben oui, c'était à Gauthier. J'ai plus tant de nouvelles, mais parfait, je prends un petit moment pour remercier les gens qui m'ont écrit sur le Discord pour s'inscrire à mon petit projet sur pavillon.ca. Si vous n'avez pas déjà reçu vos codes promo par courriel, checkez dans vos courriels ou sinon ça va arriver cette semaine. Donc, merci. Pavillon avec un S.ca. Donc, juste pour être sûr que les gens à la maison comprennent bien le projet, c'est un projet québécois, c'est ça? Oui, projet de feuilleton en ligne. Donc, à chaque mois, on est plusieurs auteurs, autrices à publier sur ce site web-là, auquel vous pouvez vous abonner mensuellement au projet que vous voulez. OK. Donc, c'est une cotisation par projet, finalement, que vous suivez. Ouais, comme un Patreon. Moi, je publie une histoire à chaque mois, puis la première partie est publiée les 2 premières semaines, puis la fin les 2 dernières semaines. Et puis, c'est ça. La prochaine va être publiée le 5 décembre. Excellent. Hey, Laurent, je vais faire suite à ta nouvelle sur toutes les mentionnées. On va fusionner ici. Ah oui, comment? Un kaiju avec un esti de gros nez. Donc, est-ce que tu parlais de Godzilla, mon Laurent? Et, pas de Godzilla, mais de Gamera, son cousin. Mais tu as parlé de Godzilla aussi. J'ai une nouvelle qui est liée un peu. Je vous vois faire des simagrées, mais je vous ignore, OK? OK. On fusionne comme dans Dragon Ball. C'est ça qui se passe. Oui, c'est ça. Il y a Legendary Entertainment, qui est la maison de production qui est derrière les films de Dune et de Godzilla vs. Kong. Donc là, je te parle, Laurent, ils ont fait aussi Godzilla, ils ont fait aussi Skull Island et compagnie, ils ont fait plein de Mais Pacific Rim, c'était eux aussi, non? Exactement, oui. Vient de officiellement couper ses ponts avec Warner Brothers Discovery et vient de signer une entente avec Sony qui va se charger de la vente et de la distribution de leur production. C'est une entente qui va leur permettre aussi d'être disponible dans plein de pays. Legendary a quand même mis sur d'autres projets. Ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent, développer du contenu, des films pour différentes plateformes, que ce soit Netflix et compagnie. C'est pas une exclusivité comme partenariat. Mais je te rassure, Laurent, ils vont quand même tenir leurs ententes déjà établies. Donc, ils vont faire un Dune 2 avec Warner Brothers et ils vont faire aussi des grosses bébites qui se tapochent. Donc, il n'y a pas de problème. Le fameux Godzilla vs. Kong 2 va arriver. Ou j'espère cette fois-ci, Kong va calisser une hostie volée à Godzilla. Parce que moi, je suis Team Godzilla. Kong, je pense. Ouais. Team Kong, ah ouais. Ouais, ben je suis Team grosse bébite dans lesquelles je peux projeter des émotions. Parce que Kong est plus proche que nous, de nous. Godzilla, c'est ça. C'est un primate. Après, voilà. C'est après tout, comme nous. Ça, je trouve ça drôle parce qu'ils ont fait un communiqué, Sony et Legendary, dans lequel ils soulignent leur engagement aux sorties en salle, ce qui est un gros deuil peu subtil. À Denis. À Denis.
Qu'est-ce que tu veux dire à Denis? Qui a comme écrit une lettre fâchée là, quand Dune menaçait de se faire juste streamer. Là. En partie, oui, parce que en 2020, Warner Brothers Discovery ont décidé de... Parce qu'il n'était pas Discovery à l'époque, mais c'était Warner Brothers, ont décidé qu'en même temps que les films sortent en salle, ils allaient être disponibles sur HBO Max, Day One, donc la même journée. Et ça a déplu bien sûr à Legendary. Finalement, les deux films de cette période-là, on parle de justement Godzilla vs. Kong et de Dune, ont rapporté respectivement 470 millions et 401 millions, ce qui est comme gros, considérant que c'est pas tout le monde qui allait aller au cinéma, les vaccins n'étaient pas disponibles encore, puis on n'était pas encore dans la gestion dans laquelle nous sommes en ce moment. Je me rappelle d'être allé voir Godzilla vs. Kong, genre comme vite, ils vont peut-être fermer les salles dans 4 jours, faut que j'aille maintenant. T'avais partagé ta crainte. Mais voilà, donc comme je vous l'ai mentionné, Legendary peut faire encore des projets pour tierce partie, mais il quitte Warner Brothers Discovery, ce qui est probablement pas une mauvaise décision avec ce qui se passe en ce moment. Là, on dirait qu'ils cherchent un peu, donc ils vont combiner à Sony. Je sais pas si c'est une bonne chose. Sony aussi ont des décisions des fois d'affaires. De Morbius. Ouais, des drôles de décisions des fois. Mais, écoute, ça peut un peu les distraire de tous les spin-offs de Spider-Man qui ne contiennent pas Spider-Man. Ouais, c'est ça. Ils peuvent mettre de l'énergie ailleurs. Mettre de l'énergie ailleurs, exact. Fait que c'est tout ce que j'avais, messieurs. Toi, Simon, est-ce que tu avais un dernier truc? Oui, ben moi, je peux parler de bande dessinée. Sure. J'ai lu le premier numéro d'une série qui vient de sortir chez Marvel qui s'appelle Doctor Strange Fall Sunrise. Ouais, je t'ai vu partager les stills puis les images. C'était beau. Ouais, c'est écrit et dessiné par Tradd Moore qui a dessiné Silver Surfer Black. Wow. Donc, c'est des dessins vraiment pétés. Psychédélique. Très psychédélique. Honnêtement, j'ai lu le premier numéro. J'ai rien compris, mais je m'en calisse parce que c'était merveilleux. C'est ça, hein, quand c'est pas besoin de comprendre des fois. Non, c'est ça. Mais c'est Strange qui se réveille dans un espèce de monde étrange, puis là, il cherche... où c'est que je suis? Puis c'est pas mal ça. Des mains dans des mains. Ouais. Mais c'est ça, j'ai beaucoup aimé ça, fait que ça va continuer à sortir dans les prochains mois. Donc, je le recommande. Sinon, j'ai commencé... en fait, ils ont commencé à publier Dark Web, l'espèce d'event mélangeant X-Men et Spider-Man. J'ai beaucoup aimé le premier numéro qui se passe dans Amazing Spider-Man où Ben Reilly vire evil. Oui, c'est ça, littéralement. Ouais, et qui s'en va dans Limbo, qui est maintenant contrôlé par Madeleine Pryor, qui était la clone de Jean Grey. Donc, la clone de Spider-Man et la clone de Jean Grey ensemble. Oui, c'est ça. Et là, les deux vont faire des plans pour reprendre le contrôle. Tu sais, je sais que Ben Reilly, son but, c'est de reprendre ses souvenirs, parce que dans la série qui date de l'année passée, là, qui était Spider-Man Beyond. Il travaillait pour une corporation qui lui a retiré ses souvenirs, dont le souvenir de tout ce qui est arrivé avec son oncle Ben. Fait que son compas moral était était un petit peu tout croche, puis là, il veut récupérer tout ça, mais il veut absolument que tout le monde paye pour ça, et c'est pour ça qu'il demande de l'aide à Madeleine Pryor, qui a un peu la même histoire avec Jean Grey. Est-ce que Thor est là? Non. Thor, Dark Web, Thor. Hein? OK. Oui, c'est un furteur Internet pour avoir accès au Dark Web. Merci, Gauthier. Moi, je soupçonne que tu lis le Wired. Ouais. T'es Wired, c'est ça. Je pense que je vais le garder pour une autre fois, mais je voulais vous parler de Beast, qui est rendu pas mal evil dans les nouveaux numéros de Wolverine et de X-Force. Je trouve ça Beast. Ouais, je trouve ça super intéressant. Mais je pense que c'est un... Sinon, je vais peut-être parler trop longtemps là-dessus. Fait que je me garde ça pour une autre fois. Une autre fois. Hey, laisse-moi te poser une question. Dark Web, est-ce que c'est une série qui va englober d'autres séries comme Amazing Spider-Man et compagnie, ou c'est juste comme un titre? Je pense que ce que j'ai vu, c'est que ça va avoir lieu dans Amazing Spider-Man, mais pour ce qui est des X-Men,
Ça va être des séries séparées. Donc, ça va être X-Men Dark Web. Puis je pense qu'il faudrait que je regarde, là, il y a un petit checklist là, de qu'est-ce qui va sortir. Tu vas avoir Dark Web, that's it, puis tu sais, comme un principal? Non. Non, c'est un peu... Ben, tant mieux, ça me permet de ne pas avoir à commander d'autres affaires sur ma liste. En fait, c'est sûrement qu'éventuellement, tout va être mis ensemble là, dans un beau packaging, mais c'est ça. OK, excellent. J'en profite pour dire que j'ai fermé ma réserve à mon ancienne boutique et je suis passé du côté de Mark Comic Hunter après presque 15 ans, 13 ans à la même place. J'ai été agréablement surpris du service à la clientèle. J'ai été comme vraiment sur le cul. On m'en parlait beaucoup sur le Discord, les gens qui sont du Saguenay, qui n'ont pas nécessairement de comic book shop dans leur coin, commandent de là, puis ils ont un excellent service, puis écoute, la prise en charge, là, j'étais wow! Ça faisait longtemps que j'avais eu un service comme ça, donc je le dis ouvertement, parce que si vous cherchez un comic book shop, que vous soyez de Montréal ou pas, ils livrent aussi à travers la province, donc Mark Comic Hunter. Belle place, bon monde. Bravo. Laurent, toi, je soupçonne qu'il te reste des affaires, par contre. Oui, une petite nouvelle que j'ai prise à Radio-Canada, parce que pour une fois que ça va dans ce sens-là. Alors, arrêtez, là. On va se faire des ennemis. Mais on n'a rien contre eux autres. Contest. Let's shave it. Non. J'ai appris, par Radio-Canada, dis-je, qu'une compagnie de jeux vidéo de Québec qui s'appelle Be Different Games avait passé un deal avec les héritiers de Charlie Chaplin, le célèbre acteur de l'ère du muet, pour sortir des jeux vidéo basés sur l'acteur et son personnage de Charlot. C'est la première fois depuis sa mort, il y a de plusieurs décennies, qu'il y a un deal de même qui est passé. Et cela a été rendu possible parce que un des gars de Be Different Games, qui s'appelle Yves Durand, a été pendant 10 ans le voisin de la fille de Charlie Chaplin en Suisse. Fait que je pense qu'ils ont une bonne relation de voisinage, puis qui a permis de négocier, de faire ça. C'est pas clair qu'est-ce qu'il va y avoir avec ça. On pense faire sortir des premiers jeux en 2023. Il y aura un Kickstarter et tout, mais on parle de multiplateformes, le jeu de PC, le jeu de mobile, jeu de... Je sais pas trop qu'est-ce que ça donnera. Je sais pas quel genre de jeu non plus on va faire avec ça, mais le but, c'était que, il disait qu'il y avait des thématiques qui avaient été touchées par Charlie Chaplin lors de sa carrière cinématographique, qui étaient toujours, malheureusement, très d'actualité. Donc, la dictature, l'immigration, la pauvreté, c'était des sujets qui seraient toujours d'actualité. Donc, on pouvait travailler à partir de ça pour faire des jeux vidéo. Voilà. Moi, je suis intrigué. Autant que ce ne soit pas un first-person shooter, quoique ça pourrait être intéressant. Ça serait divertissant. Un platformer. Un platformer serait avec des cascades là, que tu... Un beat 'em all. Un beat 'em all. Il y a Purple is Royal aussi qui est une compagnie de Montréal qui fait du marketing des jeux vidéo qui est associé à ce deal-là aussi. Ah oui? On a un ami, je pense, qui travaille pour cette compagnie-là qui était au voir avant. OK. Le gars, Yves Durand, en fait, de Be Different, il a aussi travaillé à ouvrir le musée qui s'appelle Chaplin's World en Suisse, où Charlie Chaplin habitait dans la fin de sa vie. Fait que je pense qu'il a déjà bien travaillé. Non seulement il a côtoyé les héritiers, mais il a bien travaillé le sujet déjà dans le but de cette ouverture de sujet de musée-là. Fait que, on peut présumer que c'est entre bonnes mains. Merci, Laurent. J'avais une petite nouvelle, mais je pense que je vais la garder pour la semaine prochaine. C'est pas vraiment une nouvelle, c'est que j'ai lu un comic de Star Trek. Surtout pour j'allais dire pour vous, mais surtout pour nous, parce que vous autres, vous en calez ici. Mais, c'est bon, Star Trek. Oui, mais... J'aime ça, moi. Tant miis. Bon, un allié, finalement, Gauthier. Oui. Excellent. Gauthier, t'étais parti toutes ces années. C'est ça. J'en parle la semaine prochaine. Exactement, j'en parle la semaine prochaine. J'ai recommencé Next Gen, d'ailleurs. Oh, j'étais rendu à quelle saison? C'est 5. OK, là, t'es plus dans les bouts un peu weird là, au départ. C'est comme vraiment... moi, j'avais aimé les bouts weird. Pareil, oui, bien sûr. Ça fait partie du charme de Star Trek. L'épisode où tout le monde est sous, puis ils baissent tout ensemble. Super le fun. C'est tellement weird, cet épisode-là. Mais comme a dit un des critiques de Reddit Media,
c'est des séries écrites dans les années 80 par des gens qui sont nés dans les années 30. Fait que c'est sûr que c'est wrong des fois. Là, ouais, je me souviens. Même Data, qui est un cyborg, devient chaud puis horny. Ouais, on se souviendra de ça. Ils sont comme ça à MD. Ils sont tous à MD, man. Ils portent des robes, puis là, ils ont tout fourré dans l'Enterprise. En tout cas. Hey, on prend une petite pause. Mais je suis tellement triste d'être le seul à ne pas pouvoir participer à cette discussion-là. Ah, ben, on donnera le numéro d'épisode, puis tu iras le voir. Ben oui, ouais, c'est genre le 2 ou 3e épisode. Là, ça arrive super vite. Ça. Wow. Après, je te garantis que tu vas être prêt à te coller sur le mur, comme on disait tantôt en début. On va prendre une petite pause, mais justement, je vous rappelle qu'on a un Patreon. Merci à tous ceux et celles qui se sont inscrits au courant du mois de novembre, parce qu'on arrive à la fin du mois de novembre, malgré le fait que un sac de chips coûte 17$, puis tout coûte super cher. Vous continuez à nous encourager, puis moi, ça me fait vraiment chaud au cœur, parce que c'est pas toujours les mêmes personnes, parce que oui, vous pouvez donner pour un petit bout de temps, arrêter, puis revenir, puis il y a des gens qui le font. Mais il y a souvent des nouveaux visages qui émergent le temps d'un mois, le temps d'une contribution, puis moi, ça me fait... ça fait en sorte qu'on existe, mais ça me fait aussi très plaisir de voir ça. Donc, si vous voulez nous encourager, allez sur mystérieuxétonnant.com. Il y a un bouton « Faire un don » en haut à gauche. Vous cliquez là-dessus, ça vous amène vers Patreon. En échange d'un café par mois ou l'équivalent d'un café par mois en argent, vous faites en sorte qu'on garde les lumières allumées. Vous avez des goodies en échange. Vous avez accès à Bifurcation, un podcast, ce que je fais avec mes amis Guillaume Saint-Cyr et Rémi Fréchette. On fait un cycle dédié maintenant aux frères Cohen. Cette semaine, ça va être Burn After Reading, que j'avais vu pour la première fois pour l'enregistrement, puis j'ai beaucoup aimé ça. Ouais, j'avais jamais vu auparavant. Et j'ai découvert que J.K. Simmons était un immortel vampire, parce que ce gars-là a la même face depuis genre 2006. Là, ça, c'est incroyable. Et vous avez aussi accès à Terre Humaine Cheese d'Or, un podcast dédié à la télésérie Terre Humaine. Il y a quelqu'un qui, durant la semaine dernière, a partagé comme une photo du coffret qui était en vente durant le Black Friday sur Twitter. Nice. Pour nous dire, hey, regardez, là, je sais peut-être l'effet Terre Humaine Cheese d'Or. Ça permet aussi, votre contribution, de financer Noël Cheese d'Or, que Simon Chenier fait avec Étienne Forêt et notre amie Sophie Croteau, dédié au temps des fêtes. J'imagine qu'il y a d'autres épisodes pour Noël qui s'en viennent, parce que là, on est dans la saison. Oui, on devrait en faire un autre en fin de semaine, puis peut-être un autre avant Noël, plus celui de Tu manières Cheese d'Or. Donc, au moins 3 épisodes. Excellent. Aussi, Terre Kaiju, éventuellement, qui va revenir sur les gros monstres qui se tapochent. Et grâce à votre contribution, automatiquement, vous avez aussi accès au Discord des Mystérieux Étonnants. C'est comme Internet, mais sans trop de cul. Les gens échangent des idées, des articles, des trucs qui ont attiré l'attention durant la semaine. On écoute aussi des films le mercredi, des fois le week-end et le vendredi. C'est un peu toujours, finalement. La lutte le dimanche. On écoutait d'ailleurs le dernier événement de WWE hier. C'était vraiment cool de vous voir. Donc, si ça vous intéresse, quand vous devenez membre Patreon, écrivez-moi directement. Je vais vous envoyer le lien. Et c'est ça. Donc, on est disponible sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Spotify, Amazon Music. Et bien sûr, tous nos archives des épisodes sont disponibles sur notre site Internet. Pour l'instant, le RSS en garde juste 300. Donc, quand il y a un nouvel épisode, il y en a un qui disparaît. Mais si vous voulez avoir accès à notre catalogue complet, il est disponible sur le site Internet. On est également sur Facebook, Twitter, Instagram et mystérieuxétonnant.com. On prend une petite pause. On a-tu ces stats-là de si on écoute tous les épisodes bout à bout, ça fait combien d'heures? Les Mystérieux Étonnants? Je sais pas. Non, j'ai pas... Plus de 2000 heures. Écoute, tu vois, ça va faire 17 ans en janvier, donc j'imagine que ça fait beaucoup d'heures, mais je pourrais pas dire comment. C'était plus facile à calculer dans le temps dans radio, l'ancien temps. C'était juste des demi-heures ou des heures. C'est ça. Star, c'est... On bosse. On bosse pas mal, donc je pourrais pas dire... c'était au moins le seul avantage qu'on avait à être là. Quoi? Busting make me feel good. Oh, yes. Okay. C'est le temps d'aller prendre une pause. Se faire un caméra. on vient avec Spider-Punk, Band in DC. Busting make me feel good. C'est correct. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, on va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, c'est une bande dessinée. Ouais, c'est un genre de bande dessinée. C'est 5 numéros de Spider-Punk qui seront éventuellement mis en collection en mars sous le titre de Spider-Punk Band in DC. Mais nous, on a lu les 5 numéros de ce volume qui sera à paraître, écrit par Cody Zighard et dessiné par Justin Mason. Et aussi, présence très marquée d'un coloriste qui s'appelle Jim Charalampidis, qui est excellent. Le personnage de Spider-Punk a été créé en 2015 par Dan
Dan Slott et Olivier Coipel dans l'Amazing Spider-Man numéro 10 pour la storyline Spider-Verse. C'est le Spider-Man de l'univers ou la Terre 138 et on suit pas Peter Parker, mais Hobart Brown, qui est un Spider-Man qui combat un président américain fasciste du nom de Norman Osborn, possédé par la symbiote du Venom. Et il a des alliés aussi punk que lui. Donc, on est dans cet univers-là, essentiellement. Dans l'histoire dans laquelle on est, le personnage existe déjà, là, parce qu'on l'a vu dans The Amazing Spider-Man pour Spider-Verse. Il part à la recherche de bunkers mis en place par Norman Osborn qui sont dissimulés un peu partout aux États-Unis pour les détruire parce qu'ils contiennent des technologies qui sont dangereuses pour la population, des outils de tracking et d'information sur les citoyens. Et ça les amène éventuellement à Washington, D.C., où un Norman Osborn qu'on pensait avoir défait est finalement présent et encore au pouvoir et travaille pour son retour. Fait que c'est essentiellement ça, Spider-Punk. Simon, est-ce que tu veux commencer? Parce que c'est grâce à toi, d'ailleurs, qu'on a lu cette bande dessinée. Ça faisait partie de ta liste de suggestions. Oui. Rapidement, ton appréciation de Spider-Punk. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé l'énergie qu'il y avait dans le dessin, dans l'histoire. J'ai aimé la transition de certains personnages vers une version plus punk, puis les clins d'œil à toute la musique punk et tout ça. Et ouais, c'est ça. Là, par exemple, juste être transparent avec vous autres, je ne l'ai pas relu pour le show vu que je l'ai lu, j'ai pas eu le temps, mais je l'ai feuilleté tantôt, puis ouais, j'en garde un très bon souvenir. Excellent. Toi, Laurent? Je suis mitigé, je pense. Je voulais vraiment aimer ça. J'aime l'énergie qui s'en dégage, mais au final, je trouve que genre l'énergie, le concept est plus le fun que ce qu'on m'a raconté. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'expositions, puis que j'étais comme, ah ouais, ils sont bons comme courailler des bunkers d'armement. Puis là, on se bat encore contre Kraven, comme dans le numéro d'avant. Puis le numéro d'avant, tu sais, je trouvais que j'avais une envie que ça reste, vu que genre le côté punk un peu plus terre à terre. Tu sais, je trouve que le numéro où il se bat contre le Kingpin est peut-être le plus intéressant. Mais overall, pas si pire. Il y a quand même aussi une espèce de... Je sais pas comment l'appeler, là, une espèce de Bill and Tedisation des dialogues qui, au final, comme m'a quand même gossé sur le long terme. Là. J'ai l'impression que tout le monde parlait en faisant « Wow, dude, radical, dude! » Puis je suis comme « Ah, ouais, OK, c'était drôle, genre un demi-numéro, mais là, comme tout le monde, là, vraiment tout le monde. » Mais bon, ça c'est moi. Mais overall, je serais comme intéressé à recreuser cet univers-là quand même un peu. Là. C'est quand même le fun. Je me suis beaucoup posé la question si... genre, les Ramones existent-tu dans ce verse-là? Je sais pas, mais ils ont infusé les pages. Hey, oh, let's go! Quand ils crient Kick Out the Jams, mais c'est ça qui font est des références aux Ramones ou à MC5 ou c'est juste comme... C'est dans l'ADN, mais les bands n'existent pas, genre, j'ai plein de questions. Ben, comme ils n'arrêtent pas de dire qu'ils sont un band, mais ils font pas de musique. C'est un groupe de super-héros, tu sais. C'est un drôle de zone, ouais. Toi, Gauthier, qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai vraiment aimé l'art. C'est super beau, c'est super bien dessiné, comme tu dis aussi, là, props de la colorisation là, qui est vraiment merveilleuse. Là. Mais j'ai été un peu agacé par la dimension manique de la série. C'est vraiment très manique. Là. C'est comme si tout le monde était comme sa poudre pendant 5 numéros. Ouais. Puis j'ai trouvé aussi qu'on essayait vraiment très, très, très fort de me dire « Check ça, Ben, c'est radical. » Puis ça me gosse un peu quand tu lis une BD de ta poche, tu sais. Parce que ça reste comme du comic book, tu sais, un arc narratif très comic bookien, là, tu sais, avec des méchants, puis là, on les tapoche, puis ça mène à la tapoche suivante, puis à la tapoche suivante, tu sais. Comme je sentais un petit peu trop que, tu sais, on avait comme une liste de buzzwords, là. Genre, OK,
là, il faut plugger qu'il faut comme combattre le capitalisme. Là, après ça, il faut plugger qu'on n'aime pas les fascistes. Puis après ça, tu sais, puis il y a comme le discours est jamais vraiment développé. C'est juste comme, OK, vite, il faut qu'on passe à la prochaine 5 de ta poche. Puis il n'y a pas vraiment... Puis je comprends, là, c'est pas un essai là, politique, là, mais je pense que comme là où Punk Rock Jesus l'avait vraiment bien fait, ici, Spider-Punk le manque un petit peu, même si c'est cool, puis c'est le fun, puis l'énergie est quand même vraiment... c'est ça, là, c'est une énergie punk rock, là, mais je trouve qu'il aurait pu quand même essayer de développer une petite dimension, peut-être un peu plus personnelle avec les personnages, pour expliquer l'aspect punk rock. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est comme du monde qui joue à être punk. Puis j'aurais aimé ça les voir. Puis moi, ça m'a gossé un peu que ce soit pas un vrai band. C'est comme s'ils font assemblant de tout. Ils font assemblant d'être un band, ils font assemblant genre d'être anticapitalistes, ils font assemblant d'être comme... Puis mais finalement, c'est juste... Ça a l'air plaqué, tu sais. C'est ça. OK. Ouais. Puis peut-être que c'est parce que j'ai pas lu d'autres trucs avant dans le même univers, mais tu sais, moi, l'intrigue avec le président, il y a vraiment des trucs que j'ai comme... Il me manquait de l'information pour comprendre pourquoi les personnages étaient comme des traîtres à la nation. J'ai comme l'impression que juste parce que c'est des super-héros, c'est des traîtres à la nation, puis que il faut les exécuter publiquement, mais je catch comme pas pourquoi. OK. Fait que voilà. Moi, je suis pas mal de l'opinion de Laurent, en fait. J'ai beaucoup aimé la proposition. J'étais vraiment épaté par l'art. Je trouve que l'art est explosive, elle est fun. Il y a un mélange de médiums très, très cool. Là. Par moments, ils vont jouer avec des fausses trames qui rappellent les genres de fanzines ou des tracks de style punk. Les couleurs sont vraiment beaux. C'est un style qui est toujours en mouvement. C'est un peu aussi ça qui est déroutant, c'est que c'est tout le temps en mouvement. Fait que j'ai rien à dire sur l'art, mais je suis comme content d'entendre un peu vos critiques parce que je me dis, c'est peut-être moi qui n'est pas dans ce mindset-là où des fois tu lis une BD puis c'est pas le moment, c'est pas dans le bon moment pour le lire. Mais je trouvais que les dialogues mettaient beaucoup de bâtons dans les roues dans le développement de l'histoire. C'est drôle à dire parce que c'est donnant-donnant. L'art va nourrir les dialogues puis vice-versa. Mais là, je trouvais ça... Pourtant, c'est pas une BD qui est hyper verbeuse, mais je la trouvais hyper vocale puis vocace. Puis plus ça allait, plus c'est ça qui me gossait. Mais le côté plaqué que tu décris, Gauthier, moi, il m'a pas gossé parce que je comprends que c'est ça aussi la proposition. T'sais, si on serait dans l'univers de Spider-Ham, ben tout le monde est des cochons, puis on comprendrait que c'est ça. Puis, c'était ça l'idée. Là. C'est très je l'ai vu comme tu as downloadé un DLC pour un jeu vidéo, puis c'est ça l'expérience que tu as, mais c'est pas le jeu complet que tu as, c'est juste une histoire plus courte puis plus petite qui a été créée spécialement pour Spider-Man dans ce cas-ci. Mais somme toute, je suis content de l'avoir vu, mais je suis pas charmé au point où j'ai envie de poursuivre ma lecture de d'autres titres de Spider-Punk si éventuellement il y en a d'autres. Mais j'ai pas détesté ma ride. C'est vrai que c'est un what if le fun quand tu le prends dans tout l'univers sûrement là, du Spider-Verse. C'est comme un exercice de style vraiment cool. Je pense que c'est pour ça que les créateurs ont voulu le faire. Puis tu sens qu'ils ont eu vraiment du plaisir à le faire. Puis dans le fait que ça soit manique puis que on se crisse un peu de tout. Là, j'ai vu le punk de comme fuck off, on s'en crisse, on fait des affaires, c'est cool. Ça c'est vraiment le fun. Je pense que c'est ce côté-là qui m'a plus parlé. Là, le côté, on part avec cette proposition-là. C'est pas nécessaire que ça fasse du sens, c'est juste écoute, le punk, whatever. Puis, je sais pas, c'est ça. Puis, c'est le fun que ça soit, tu sais, des fois, on a tendance à associer le punk comme de la merde, genre, tout est de la merde. Là, c'est comme super lumineux, mais ça reste punkish. Le punk, puis le punk, c'est le côté communauté qui est quand même là. Puis là, ça avec les personnages. Ben, c'est ça que je voulais dire, c'est que c'est super bienveillant, tu sais, comme cette gang-là sont là les uns pour les autres, sont tout le temps...
il y en a tout le temps un qui a le moral plus bas ou qui est comme on va pas s'en sortir, puis il y en a tout le temps un autre qui est comme ben non, on est bon ensemble, on peut tout faire, tout le monde a tout le temps un speech. Je suis comme wow, c'est vrai que c'est ça l'anarchie, là, c'est pas juste comme mettre le feu, c'est genre s'entraider, puis un vrai tout le monde égal. T'sais. Il y a vraiment un lien à faire entre Spider-Punk puis la BD de U-Town de l'artiste Cab, de l'autrice Cab, parce que vraiment. Les deux commencent d'un building presque désaffecté qu'on veut raser parce que whatever. Puis c'est une communauté. Center, exactement. Puis c'est comme une communauté qui s'est créée autour d'anarchistes puis de gens qui fit pas trop dans le système, mais encore une fois, comme vous dites, ils sont full bienveillants, puis même s'ils ont des spikes sur leurs épaules, en fait, ils ont une bonne âme, puis ils ont un bon fond, mais il y a tellement un lien à faire entre les deux. Là. Ouais, moi, j'aurais pris ça, j'aurais pris Spider-Man à U-Town. Ouais. C'est une histoire dans ce building-là. Je pense que c'est là que je vois, Gauthier, ton problème de plaquage punk, mettons, dans le sens où, tu sais, comme justement, ils se font démolir leur centre communautaire, puis là, ils sont comme, c'est ça, la gentrification. Puis là, comme si c'était vraiment Spider-Punk contre la gentrification, ça, moi, je le lis un ongoing, genre, pendant des années, je suis down, tu sais. Mais là, c'est comme, c'est pas vraiment de la gentrification, c'est que, oups, on avait caché des armes nucléaires en dessous de votre building. C'est comme, c'est comme tasser les vrais problèmes que ça aurait pu adresser, tu sais. Fait que je comprends qu'il y a comme une mini déception de ce bord-là. Ouais, c'est comme si il y avait utilisé. Puis je comprends, puis c'est correct. Là, il utilise le lexique anarchiste pour faire des puns, pour faire des jokes. Puis je pense qu'il faut pas que tu attendes plus que ça. Ça reste un what if dans le Spider-Verse. C'est ça. Ce que j'allais dire, c'est justement les puns ou les espèces de concepts sur les personnages m'ont beaucoup fait sourire. Juste Captain America qui est là, Captain Anarchy, tout simplement. Voilà. Ironheart qui est Riot Heart. Puis tu sais, le fait que Daredevil, c'est une drummeuse, je veux dire, drummeuse qui utilise les vibrations pour voir plus loin. Je sais pas. Ça, c'était le fun. Puis, tu sais, le fait qu'ils partent dans leur Spider-Van comme un band en tournée. C'est ça, c'est qu'ils font une tournée pour aller détruire des bunkers, mais c'est comme si c'était un band qui allait faire des shows. Ouais, exact. Ouais, puis il le voit, il le présente comme ça. Puis j'aime beaucoup le personnage. C'est ça qui m'a un petit peu déçu, c'est que c'est déçu. Ils ont choisi une approche, puis je trouve qu'ils réussissent quand même bien, mais c'est pas tant une BD à propos de Spider-Punk. Même Spider-Punk est là, mais il y a un personnage parmi plein d'autres Avengers qui sont retrafiqués pour la sauce de la série. Mais en fait, lui, il n'est pas plus vraiment important que les autres, à part qu'il donne son nom de Spider-Punk à tout, le band, la van, tout a son nom. Il y a son coup de guitare à la fin, là. Oui, il y a son coup de guitare à la fin. Voilà, c'est très belle case. Qu'il utilise comme arme, sinon. Puis, je voulais dire aussi que le design de Taskmaster en avec sa couette de Jerry Only, là, c'était hot. C'est juste ça, j'ai fait comme c'est cool. C'est quoi la référence? Je la comprends pas. C'est dans les Misfits, il y a le bassiste, je crois, Jerry Only, qui a vraiment une couette, mais c'est très Misfit, associé au Misfit, une espèce de couette d'en face. Là. C'était ça finalement. Je pensais que c'était son capuchon qui est dans la version normale. Ouais, ça j'étais un peu surpris qu'il y ait, tu sais, tant qu'à mettre des références comme ça, je trouvais qu'il n'y en avait pas assez. Un moment donné, au début, il y en a, puis un moment donné, c'est comme, bon, ben là, on les a passés, fait qu'on fait d'autres choses. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus encore de références à l'histoire du punk ou à les bands ou à n'importe quoi. Ça, j'ai demandé parce que toi, tu es beaucoup plus musical que moi, tu as une bonne connaissance musicale. Est-ce qu'il y a beaucoup de références, à part les trucs que Laurent a nommés tantôt? Il n'y en a pas tant que ça. Quelques répliques par-ci par-là, mais moi non plus. Puis la grosse couette, là, c'est comme la plus évidente, mais sinon... Mais son design est beau. Moi, c'est ça que j'aime, l'art de cette BD-là. L'épée du Taskmaster, c'est une grosse épée qui fait pas de sens que tu trouverais dans Final Fantasy. Tout l'art, je trouve que En fait, j'ai jamais vu quelque chose comme ça. En bande dessinée, exactement comme ça. C'était le goût de manger les pages. C'est basé sur son design comme du Silver Age, genre, ou c'est comme super vintage, là. Je sais... Non, je pense que c'est...
vraiment mi-chemin entre le track punk, comme je disais tantôt, puis quelque chose d'hyper coloré. Il y a probablement une influence manga aussi là-dedans, parce que de la façon que les choses sont dessinées, en général, déformées. Ouais. Puis la couleur, encore une fois, je pense que cette BD-là aurait un autre ton si on serait allé dans le greedy, dans les couleurs sombres, froides, ça aurait été autre chose. Ça n'aurait pas marché. Non, c'est ça. Tu sais, je sais pas si tu prends cette histoire-là puis tu la fais plus genre un gars qui fait des cartoons pour un zine. Mm-hmm. Est-ce que ça aurait été... Je sais pas, je sais pas trop où je m'en vais avec ça, mais tu sais, est-ce que ça marcherait en version, tu sais, plus punk ou plus DIY que faite par Disney, là? Oui, parce que là, c'est pop, là. C'est pop punk en tabarnouche. Ouais. Cette BD-là, on dirait que clairement, elle a été faite numériquement, là, au niveau de la couleur. Puis on dirait que si elle avait été faite comme à la peinture ou à la gouache ou whatever, à sointe, t'as l'impression que tu peux la soulever, puis les pages sont lourdes, puis imbibées de couleurs, puis de peinture. C'est très chargé, mais ça m'a pas énervé, ça m'a pas... ça n'a pas nuit à ma lecture non plus. Il n'y a pas de moment où j'étais confus par rapport à ce qui se passait. C'est quand même joli. Mais si je le vois vraiment comme plus comme ça. Là. Une œuvre qui est intéressante pour son approche artistique plus que son scénario qui, sinon, il ne tient pas sur grand-chose. Mettons, tu sais, moi, je trouve qu'il y a peut-être moins de clin d'œil à des personnages Marvel qu'on connaît, mais je recommanderais peut-être plus Murder Falcon. Ouais. Dans le même esprit, un peu genre que ça va vite puis que tu entends de la guitare, là, qui fait... Ouais, c'est vrai que tu as l'influence de... C'est quoi déjà le nom de cet auteur-là? Daniel Warren Johnson. Que Jake aime beaucoup. Tu sens que c'est un peu dans la même veine, là, dans la même racine commune. Ouais, mais genre le petit frère. Genre, Ouais. le petit frère en Converse, là, qui est comme, je vais faire comme lui. Ouais. Il y a un skate, mais il fait pas de trick. Ouais. C'est ça, je comprends. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on se laisse, monsieur? Je pense qu'on a quand même fait le tour. J'ai une comparaison un peu dans ce sens-là. Si Daniel Warren Johnson, c'est ça le nom? Ouais. Mettons, c'est Ridley Scott. Ben, celui-là, c'est plus Tony Scott. C'est beaucoup le look, mais pas tant de substance. T'sais. Puis beaucoup d'angles de caméra. C'est beau en tabouin. Hey, sacrément, c'est ça. Ouais. Une chance d'ailleurs, il y a beaucoup de salles de contrôle dans Spider-Punk. Ce que Tony Scott, il était vraiment stické là-dessus à la fin de sa carrière. Là. Des salles de contrôle puis des 180. Hey, merci, messieurs. Pas agréable. Ça fait plaisir. Est-ce qu'on le recommande pour certains aspects? Ben moi, c'est quand même un objet de curiosité intéressant, je trouve. Là. Moi, je dis que c'est un 7.5 sur 10. Voilà. Moi, je dirais 10 sur 10. Tu recommandes? Moi, je m'abstiens. Donc, écoutez, j'ai déjà la date pour le spécial de Noël des Mystérieux Étonnants. Ça va avoir lieu le vendredi 23 décembre cette année. Habituellement, on fait ça le samedi, mais le samedi, c'est le 24. Puis je pense que le 24, tout le monde, y compris vous à la maison, vous allez avoir d'autres choses à faire. Donc, je pourrais le faire live de mon party de famille. Le Père Noël. Wow. Oui. Le terrain. On aurait 2 Benoît parce que son papa il s'appelle Benoît aussi. C'est ça que j'ai compris. Ben oui, c'est intéressant. Donc, c'est le vendredi 23 décembre, en direct à 20h, comme l'année passée. Ben, comme les autres années, finalement. Puis, tout le monde, ou presque, va être présent. C'est pas mal ce que j'avais à dire. Il y a rien d'autre à dire. Puis, oui, c'est ça. Notre ami Phil Tremblay a créé une mascotte pour décembre, parce que, vous savez, à l'Halloween, pour le mois d'octobre, on a Blinky, qui est notre espèce de créature tentaculaire avec un gros œil là, très inspiré de Lovecraft. Et là, on a une mascotte inspirée du temps des fêtes. Vous allez le voir prochainement. Je vais travailler sur l'infographie cette semaine. Et donc, je vais dévoiler ça. Si ce n'est pas cette semaine, c'est la semaine prochaine pour le premier show du mois de décembre 2022 des Mystérieux. Je peux vous dire qu'il s'appelle Minty. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Moi, je peux vous dire que le lait de poule est déjà à l'épicerie. Bon, ça sent les fêtes. Ça sent les fêtes. 20$ la pinte. C'est rare, les poules, maintenant. Déjà que c'était dur à traire. Ouais, c'est ça. Bon, à la semaine prochaine, tout le monde. Faites attention à vous autres. Puis allez faire vos publicités avant les fêtes. C'est important. Ciao. Bye.